Chapitre 6 de Le Triangle d'Or par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 6, 7h19. Cette nuit-là, dans sa chambre de l'annexe, Patrice ne put dormir. À l'état de veille, il continuait de se sentir oppressé et traqué, comme s'il eût subi les affres d'un cauchemar monstrueux. Il avait l'impression que les événements furieux, où il jouait à la fois un rôle de témoin déconcerté et d'acteur impuissant, ne s'arrêtaient pas, tandis qu'il essayait, lui, de se reposer, mais que, au contraire, il se déchaînait avec plus d'intensité et plus de violence. Les adieux du mari et de la femme ne mettaient pas fin, même momentanément, au danger qui menaçait Coralie. De tous côtés, des périls surgissaient, et Patrice Belval s'avouait incapable de les prévoir, et plus encore, de les conjurer. Après 2 heures d'insomnie, il ralluma son électricité, et sur un petit registre, se mit à écrire, en des pages rapides, l'histoire de la demi-journée qu'il venait de vivre. Il espérait ainsi débrouiller un peu l'inextricable écheveau. À 6 heures, il alla réveiller Yabon et le ramena. Puis, planté devant le nègre ahuri, les bras croisés, il lui jeta. « Alors, tu estimes que ta tâche est accomplie. Pendant que je turbine en pleine ténèbres, monsieur dort. Et tout va bien. Mon cher, vous avez une conscience rudement élastique. » Le mot élastique amusa fort le Sénégalais, dont la bouche s'élargit encore et qui grogna de plaisir. « Assez de discours, ordonna le capitaine, on n'entend que toi. Prends un siège, lis ce mémoire et donne-moi ton opinion motivée. Quoi, tu ne sais pas lire? Eh bien, vrai, ce n'est pas la peine d'user la peau de ton derrière sur les bancs des lycées et des collèges du Sénégal. Singulière éducation. » Il soupira et lui arrachant le manuscrit. « Écoute, réfléchis, raisonne, déduis et conclus. Donc, voici où nous en sommes, je résume. Premièrement, il y a un sieur S.R.S. Bey, banquier richissime, lequel sieur est la dernière des fripouilles et trahit à la fois la France, l'Égypte, l'Angleterre, la Turquie, la Bulgarie et la Grèce. À preuve que ses complices lui chauffent les pieds. Sur quoi il en tue et en démolit 4 à l'aide d'autant de millions. Lesquels millions, il charge un autre complice de les lui rattraper en l'espace de 5 minutes. Et tout ce joli monde va rentrer sous terre à 11 heures du matin, car à midi, la police entre en scène. Bien. Patrice Belval reprit haleine et poursuivit. Deuxièmement, maman Coralie, je me demande un peu pourquoi, par exemple, a épousé Fripouille Bey. Elle le déteste et veut le tuer. Lui l'aime et veut la tuer. Il y a aussi un colonel qui l'aime et qui en meurt. Et un certain Mustapha, qui l'enlève pour le compte du colonel, et qui en meurt aussi, étranglé par un Sénégalais. Et il y a enfin un capitaine français, un demi-cul-de-jatte, qui l'aime également, qu'elle fuit parce qu'elle est mariée à un homme qu'elle exècre, et avec lequel capitaine, elle a partagé en deux, dans une existence antérieure, un grain d'améthyste, joint à cela comme accessoire une clé rouillée, une cordelette de soie rouge, un chien asphyxié et une grille de charbon rouge. Et si tu t'avises de comprendre un seul mot à mes explications, je te flanque mon pilon quelque part, car moi, je n'y comprends rien du tout, et je suis ton capitaine. Yabon riait de toute sa bouche et de toute la plaie béante qui fendait une des joues. Selon l'ordre de son capitaine, d'ailleurs, il ne comprenait absolument rien à l'affaire, et pas grand-chose au discours de Patrice. Mais lorsque Patrice s'adressait à lui de ce ton bourru, il trépignait de joie. « Assez, commanda le capitaine. C'est à mon tour de raisonner, de déduire, de conclure. » Appuyé contre la cheminée, les 2 coudes sur le marbre, il se serra la tête entre les mains. Sa gaieté, qui promenait d'une nature habituellement insouciante, n'était cette fois qu'une gaieté de surface. Au fond, il ne cessait de songer à Coralie, avec une appréhension douloureuse. Que faire pour la protéger? Plusieurs projets se dessinaient en lui. Lequel choisir? Devait-il chercher, grâce au numéro de téléphone, la retraite de ce nommé Grégoire, chez qui Bourgneuf et ses compagnons s'étaient réfugiés? Devait-il avertir la police? Devait-il retourner rue Rainoir? Il ne savait pas. Agir, oui, il en était capable, si l'acte consistait à se jeter dans la bataille, avec toute son ardeur et toute sa furie. Mais préparer l'action, deviner les obstacles, déchirer les ténèbres, et comme il le disait, apercevoir l'invisible et saisir l'insaisissable, cela n'était pas dans ses moyens. Il se retourna brusquement vers Yabon, que son silence désolait. « Qu'est-ce que tu as avec ton air lugubre? Aussi, c'est toi qui m'assombris. Tu vois toujours les choses en noir, comme un nègre. Décampe !» Yabon s'en allait tout déconfit, mais on vint frapper à la porte, et quelqu'un cria du dehors. « Mon capitaine, on vous téléphone !» Patrice sortit précipitamment.
Qui diable pouvait lui téléphoner à cette heure matinale? De la part de qui? Demanda-t-il à l'infirmière qui le précédait. Ma foi, je ne sais pas, mon capitaine. Une voix d'homme, qui paraissait avoir hâte de vous parler. On avait sonné assez longtemps, j'étais en bas à la cuisine. Malgré lui, Patrice évoquait le téléphone de la rue Rainoir, dans la grande salle de l'hôtel Essarès. Les deux faits avaient-ils quelque rapport entre eux? Il descendit un étage et suivit un couloir. L'appareil se trouvait au-delà d'une antichambre, dans une pièce qui servait alors de lingerie, et où il s'enferma. Allô, c'est moi, le capitaine Belval, de quoi s'agit-il? Une voix d'homme en effet, et qu'il ne connaissait pas, lui répondit. Mais si essoufflée, si haletante. Capitaine Belval! Ah, c'est bien, vous voilà. Mais j'ai bien peur qu'il ne soit trop tard. Aurais-je le temps? Tu as reçu la clé et la lettre. Qui êtes-vous? Tu as reçu la clé et la lettre, insista la voix. La clé, oui, mais pas la lettre, répliqua Patrice. Pas la lettre? Mais c'est effrayant. Alors, tu ne sais pas? Un cri rauque heurta l'oreille de Patrice. Puis au bout de la ligne, il entendit des sons incohérents, le bruit d'une discussion. Puis la voix sembla se coller à l'appareil, et il l'aperçut distinctement, qui bégayait. Trop tard! Patrice, c'est toi! Écoute, le médaillon d'améthyste! Oui, je l'ai sur moi, le médaillon! Ah, trop tard, j'aurais tant voulu! Patrice! Coralie! Patrice! Patrice! Puis un grand cri de nouveau, un cri déchirant, et des clameurs plus lointaines, où Patrice crut discerner. Au secours! Au secours! Oh, l'assassin, le misérable! Clameurs qui s'affaiblirent peu à peu. Ensuite le silence. Et soudain là-bas, un petit claquement. L'assassin avait raccroché le récepteur. Cela n'avait pas duré 20 secondes. Quand Patrice voulut à son tour replacer le cornet, il dut faire un effort pour le lâcher, tellement ses doigts s'étaient crispés autour du métal. Il demeura interdit. Ses yeux s'étaient fixés sur une grande horloge que l'on voyait sur un bâtiment de la cour à travers la fenêtre et qui marquait 7h19. Et il répétait machinalement ces chiffres en leur attribuant une valeur documentaire. Puis il se demanda, tellement la scène tenait de l'irréel, si tout cela était vrai, et si le crime ne s'était pas perpétré en lui-même, dans les profondeurs de son cerveau endolori. Mais l'écho des clameurs vibrait encore à son oreille, et tout à coup il reprit le cornet, comme quelqu'un qui se rattache, désespérément, à un espoir confus. Allô, mademoiselle, c'est vous qui m'avez appelé au téléphone? Vous avez entendu les cris? Allô? Allô? Personne ne répondait. Il se mit en colère, injuria la demoiselle, sortit de la lingerie, rencontra Yabon et le bouscula. Fiche le camp, c'est de ta faute. Évidemment, tu aurais dû rester là-bas et veiller sur Coralie. Et puis, tiens, tu vas y aller et te mettre à sa disposition. Et moi, je vais prévenir la police. Si tu ne m'en avais pas empêché, il y a longtemps que ce serait fait, et nous n'en serions pas là. Va, galope. Il le retint. Non, ne bouge pas, ton plan est absurde. Reste ici. Ah, pas ici auprès de moi, par exemple. Tu manques trop de sang-froid, mon petit. Il le poussa dehors et rentra dans la lingerie, qu'il arpenta en tous sens, avec une agitation qui se traduisait en gestes irrités et en paroles de courroux. Pourtant, au milieu de son désarroi, une idée peu à peu se faisait jour. C'est que, somme toute, il n'avait aucune preuve que la chose se fût passée dans l'hôtel de la rue Rainoir. Le souvenir qu'il gardait ne devait pas l'obséder, au point de le conduire toujours à la même vision, et toujours au même décor tragique. Certes, le drame se poursuivait, comme il en avait eu le pressentiment, mais ailleurs peut-être, et loin de Coralie. Et cette première idée en amena une autre. Pourquoi ne pas s'enquérir dès maintenant? Oui, pourquoi pas, se dit-il, avant de déranger la police, de retrouver le numéro de l'individu qui m'a demandé, et de remonter ainsi au point de départ, procédé qu'on emploiera par la suite. Qui m'empêche, moi, de téléphoner immédiatement rue Rainoir, sous n'importe quel prétexte et de la part de n'importe qui? J'aurais des chances alors de savoir à quoi m'en tenir. Patrice sentait bien que le procédé ne valait pas grand-chose. Si personne ne répondait, cela prouvait-il que le crime avait eu lieu là-bas? Ou plutôt, tout simplement, que personne n'était encore levé? Mais le besoin d'agir le décida. Il chercha dans l'annuaire le numéro d'Essarès Bay et résolument téléphona. L'attente lui causa une émotion insupportable. Puis il reçut un choc qui l'ébranla des pieds à la tête. La communication était établie. Quelqu'un là-bas se présentait à son appel. Allô, dit-il. Allô, fit une voix. Qui est à l'appareil? C'était la voix d'Essarès Bay. Bien qu'il n'y eût là rien que de fort naturel, puisqu'à cette heure, Essarès devait ranger ses papiers et préparer sa fuite, Patrice fut si interloqué qu'il ne savait que dire, et qu'il prononça les premiers mots qui lui vinrent à l'esprit. Monsieur Essarès Bay? Oui, à qui ai-je l'honneur? C'est de la part d'un des blessés de l'ambulance en traitement à l'annexe.
Le capitaine Belval, peut-être. Patrice fut absolument déconcerté. Le mari de Coralie le connaissait donc? Il balbutia. Oui, en effet, le capitaine Belval. Ah, quelle chance, mon capitaine, s'écria SRS Bay d'un ton ravi. Précisément, j'ai téléphoné il y a un instant à l'annexe pour demander. Ah, c'était vous? Interrompit Patrice, dont la stupeur n'avait pas de borne. Oui, je voulais savoir à quelle heure je pourrais communiquer avec le capitaine Belval, afin de lui adresser tous mes remerciements. C'était vous? C'était vous? Répéta Patrice de plus en plus bouleversé. L'intonation des Sarès marqua de la surprise. Oui, n'est-ce pas? Dit-il. La coïncidence est curieuse. Par malheur, j'ai été coupé. Ou plutôt, une autre communication est venue s'embrancher sur la mienne. Alors vous avez entendu? Quoi donc, mon capitaine? Des cris? Des cris? Du moins, il m'a semblé. Mais la communication était si indistincte. Pour ma part, j'ai simplement entendu quelqu'un qui vous demandait et qui était très pressé. Comme moi je ne l'étais pas, j'ai refermé. Et j'ai remis à plus tard le plaisir de vous remercier. De me remercier? Oui, je sais de quelle agression ma femme a été l'objet hier soir et comment vous l'avez sauvée. Aussi, je tiens à vous voir et à vous exprimer ma reconnaissance. Voulez-vous que nous prenions rendez-vous? À l'ambulance, par exemple. Aujourd'hui, vers 3 heures? Patrice ne répliquait pas. L'audace de cet homme menacé d'arrestation et qui s'apprêtait à fuir le déconcertait. En même temps, il se demandait à quel motif réel SRS Bay avait obéi en téléphonant sans que rien l'y obligeât. Mais son silence ne troubla pas le banquier, qui continua ses politesses et termina son inexplicable communication par un monologue où il répondait, avec la plus grande aisance, aux questions qu'il posait lui-même. Puis les deux hommes se dirent adieu. C'était fini. Malgré tout, Patrice se sentait plus tranquille. Il rentra dans sa chambre, se jeta sur son lit et dormit 2 heures. Puis il fit venir Yabon. Une autre fois, lui dit-il, tâche de commander à tes nerfs et de ne pas perdre la tête comme tout à l'heure. Tu as été ridicule. Mais n'en parlons plus. As-tu déjeuné? Non. Moi non plus. As-tu passé la visite? Non, moi non plus. Et justement, le major m'a promis de m'enlever ce sinistre bandeau qui m'enveloppe la tête. Tu penses si cela me fait plaisir? Une jambe de bois, soit, mais une tête enveloppée de linge pour un amoureux? Va, dépêche-toi, et quand on sera prêt, en route pour l'ambulance. Maman Coralie ne peut pas me défendre de l'y retrouver. Patrice était tout heureux. Ainsi qu'il le disait 1 heure plus tard, à Yabon, durant le trajet vers la porte Maillot, les ténèbres commençaient à se dissiper. Mais oui, Yabon, ça commence, et voici où nous en sommes. D'abord, Coralie n'est pas en danger. Comme je l'espérais, la lutte se passe loin d'elle, sans doute entre les complices et à propos de leurs millions. Quant au malheureux qui m'a téléphoné, et dont j'ai entendu les cris d'agonie, c'était évidemment un ami inconnu, puisqu'il m'appelait Patrice et me tutoyait. C'est lui certainement qui m'a envoyé la clé du jardin. Malheureusement, la lettre qui accompagnait l'envoi de cette clé a été égarée. Enfin, pressé par les événements, il allait tout me confier lorsque l'attaque s'est produite. Qui l'a attaqué, dis-tu? Probablement un des complices que ces révélations effrayaient. Voilà, Yabon. Tout cela est d'une clarté aveuglante. Il se peut d'ailleurs que la vérité soit exactement le contraire de ce que j'avance. Mais je m'en moque. L'essentiel, c'est de s'appuyer sur une hypothèse, vraie ou fausse. D'ailleurs, si la mienne est fausse, je me réserve d'en rejeter sur toi toute la responsabilité. À bon entendeur. Après la porte Maillot, ils prirent une automobile, et Patrice eut l'idée de faire un détour par la rue Rainoir. Comme ils débouchaient au carrefour de Passy, ils aperçurent maman Coralie, qui sortait de la rue Rainoir, accompagnée du vieux Siméon. Elle avait arrêté une auto. Siméon s'installa sur le siège. Suivis par Patrice, ils allèrent jusqu'à l'ambulance des Champs-Élysées. Il était 11 heures. Tout va bien, dit Patrice. Pendant que son mari se sauve, elle ne veut, elle, rien changer à sa vie quotidienne. Ils déjeunèrent aux environs, se promenèrent le long de l'avenue, tout en surveillant l'ambulance, puis s'y rendirent à 1 heure et demie. Tout de suite, Patrice avisa, au fond d'une cour vitrée où les soldats se réunissaient, le vieux Siméon, qui, la moitié de la tête enveloppée de son cache-nez habituel, ses grosses lunettes jaunes devant les yeux, fumait sa pipe sur la chaise qu'il occupait chaque fois. Quant à maman Coralie, elle se tenait au 3e étage, dans une des salles de son service. Assise au chevet d'un malade, dont elle gardait la main entre les siennes, l'homme dormait. Maman Coralie parut très lasse à Patrice. Ses yeux cernés et son visage, plus pâle encore qu'à l'ordinaire, attestaient sa fatigue. Ma pauvre maman, pensa-t-il, tous ces grenats-là finiront par te tuer. Il comprenait maintenant, au souvenir des scènes de la nuit précédente, pourquoi Coralie dérobait ainsi son existence et s'efforçait, au moins pour ce petit monde de l'ambulance, de n'être que la sœur charitable qu'on appelle par son prénom.
Soupçonnant les infamies dont elle était entourée, elle reniait le nom de son mari et cachait le lieu de sa demeure. Et les obstacles que sa volonté et que sa pudeur accumulaient la défendaient si bien que Patrice n'osait approcher d'elle. Ah mais, se dit-il, cloué au seuil de la porte et regardant la jeune femme de loin, sans être vu d'elle. Je ne vais pas cependant lui faire tenir ma carte. Il se déterminait à entrer lorsqu'une femme, qui avait monté l'escalier en parlant assez fort, s'écria près de lui. Oui, madame, il faut qu'elle vienne tout de suite. Siméon. Le vieux Siméon, qui était monté aussi, désigna Coralie au fond de la salle, et la femme s'élança. Elle dit quelques mots à Coralie, qui sembla bouleversée, et qui se mit à courir vers la porte, passa devant Patrice, et descendit l'escalier rapidement, suivi de Siméon et de la femme. J'ai une auto, madame, balbutia celle-ci, essoufflée. J'ai eu la chance de trouver une auto en sortant de la maison, et je l'ai gardée. Dépêchons-nous, madame. Le commissaire de police m'a ordonné. Patrice, qui descendait également, n'entendit plus rien. Mais ces derniers mots le décidèrent. Il saisit Gabon au passage, et tous deux sautèrent dans une automobile, dont le chauffeur reçut comme consigne de suivre l'auto de Coralie. Du nouveau, Gabon, du nouveau, raconta le capitaine. Les faits se précipitent. Cette femme est évidemment une domestique de l'hôtel SRS, et elle vient chercher sa maîtresse, sur l'ordre du commissaire de police. Donc, la dénonciation du colonel produit son effet. Visite domiciliaire, enquête, tous les ennuis pour maman Coralie. Et tu as le culot de me conseiller la discrétion? Tu t'imagines que je vais la laisser seule pendant cette crise? Quelle sale nature que la tienne, mon pauvre Gabon! Une idée le frappa, et il s'écria. Saperlotte! Pourvu que cette fripouille des Sarès ne se soit pas laissée pincer, ce sera la catastrophe. Mais aussi, il est trop sûr de lui, il aura lanterné. Durant tout le trajet, cette crainte surexcita le capitaine Belval et lui enleva toute espèce de scrupule. À la fin, sa certitude était absolue. Seule l'arrestation des Sarès avait pu provoquer la démarche affolée de la domestique et le départ précipité de Coralie. Dans ces conditions, comment hésiterait-il à intervenir dans une affaire où ses révélations étaient de nature à éclairer la justice? D'autant que ces révélations, il pourrait, en les accentuant ou en les atténuant selon les circonstances, faire en sorte qu'elles ne servissent qu'à l'intérêt de Coralie. Les deux voitures s'arrêtèrent donc, presque en même temps devant l'hôtel Sarès, où stationnait déjà une autre automobile. Coralie descendit et disparut sous la voûte cochère. La femme de chambre et Siméon franchirent aussi le trottoir. Viens, dit Patrice au Sénégalais. La porte était entr'ouverte et Patrice entra. Dans le grand vestibule, il y avait deux agents de planton. Patrice les salua d'un geste hâtif et passa en homme qui est de la maison et dont l'importance est si considérable que rien d'utile ne pourrait s'y faire en dehors de lui. Le son de ses pas sur les dalles lui rappela la fuite de Bourneuf et de ses complices. Il était dans le bon chemin. D'ailleurs, un salon s'ouvrait à gauche, celui par lequel les complices avaient emporté le cadavre du colonel et qui communiquait avec la bibliothèque. Des bruits de voix venaient de ce côté et il traversa le salon. À ce moment, il entendit Coralie qui s'exclamait avec un accent de terreur. Ah mon Dieu! Ah mon Dieu! Est-ce possible? Deux autres agents lui barrèrent la porte. Il leur dit. Je suis parent de madame Sarès, le seul parent. Nous avons ordre, mon capitaine. Je sais bien, parbleu, ne laissez entrer personne. Bon, reste ici. Il passa. Mais dans la vaste pièce, un groupe de 6 à 7 messieurs, commissaires et magistrats sans doute, lui faisait obstacle, penchés sur quelque chose qu'il ne distinguait pas. De ce groupe sortit soudain Coralie, qui se dirigea vers lui en titubant et en battant l'air de ses mains. Sa femme de chambre la saisit par la taille et la tira dans un fauteuil. Qu'y a-t-il demanda Patrice. Madame se trouve mal, répondit la femme de chambre, toujours affolée. Ah, j'ai la tête perdue. Mais enfin, quoi? Pour quelle raison? C'est monsieur. Pensez donc de ce spectacle. Moi aussi, ça m'a révolutionné. Quel spectacle? Un des messieurs, quittant le groupe, s'approcha. Madame Sarès est souffrante? Ce n'est rien, dit la femme de chambre, une syncope. Madame est sujette à des faiblesses. Emmenez-la dès qu'elle pourra marcher. Sa présence est inutile. Et s'adressant à Patrice Belval, d'un air d'interrogation. Mon capitaine? Patrice affecta de ne pas comprendre. Oui, monsieur, dit-il. Nous allons emmener madame Sarès. Sa présence est inutile, en effet. Seulement, je suis obligé, tout d'abord. Il fit un crochet pour éviter son interlocuteur, et profitant de ce que le groupe des magistrats s'était un peu desserré, il avança. Ce qu'il vit alors lui expliqua l'évanouissement de Coralie et l'agitation de la femme de chambre. Lui-même sentit toute la peau de son crâne se hérisser devant un spectacle infiniment plus horrible que celui de la veille. Par terre, non loin de la cheminée, donc presque à l'endroit où il avait subi la torture, et Sarès Bey gisait sur le dos. Il portait les mêmes habits d'appartement que la veille, pantalon de flanelle marron
et veste de velours soutachée. On avait recouvert ses épaules et sa tête d'une serviette. Mais un des assistants, un médecin légiste sans doute, d'une main tenait ce drap soulevé et de l'autre montrait le visage du mort, tout en s'expliquant à voix basse. Et ce visage, mais peut-on appeler ainsi l'innommable amas de chair, dont une partie semblait carbonisée, et dans l'autre ne formait plus qu'une bouillie sanguillonnante, où se mêlaient à des débris d'os et à des fragments de peau, des cheveux, des poils de barbe, et le globe écrasé d'un œil? Oh! Balbutia Patrice. Quelle ignominie! On l'a tué, et il est tombé la tête en plein dans les flammes. C'est ainsi qu'on l'a ramassé, n'est-ce pas? Celui qui l'avait déjà interpellé, et qui paraissait le personnage le plus important, s'approcha de nouveau. Qui donc êtes-vous? Le capitaine Belval, monsieur, un ami de madame Essarès, un des blessés qu'elle a sauvés à force de soins. Soit, monsieur, reprit le personnage important. Mais vous ne pouvez pas rester ici. Personne d'ailleurs ne doit rester ici. Monsieur le commissaire, ayez l'obligeance de faire sortir tout le monde de la pièce, sauf le docteur, et de faire garder la porte. Sous aucun prétexte, vous ne laisserez passer, sous aucun prétexte. Monsieur, insista Patrice, j'ai à vous communiquer des révélations d'une importance exceptionnelle. Je les entendrai volontiers, capitaine, mais tout à l'heure. Excusez-moi. Fin du chapitre 6. Chapitre 7 de Le Triangle d'Or par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 7, midi 23. Le grand vestibule qui conduit de la rue Rainoir à la terrasse supérieure du jardin, et qui remplit à demi un large escalier, divise l'hôtel Essarès en deux parties, qui ne communiquent entre elles que par ce vestibule. À gauche, le salon et la bibliothèque, à laquelle fait suite un corps de bâtiment indépendant, pourvu d'un escalier particulier. À droite, une salle de billard et la salle à manger, pièce plus basse de plafond et surmontée de chambres qu'occupaient Essarès Bay du côté de la rue et Coralie du côté du jardin. Au-delà, l'aile des domestiques, où couchait également le vieux Siméon. C'est dans la salle de billard qu'on pria Patrice d'attendre en compagnie du Sénégalais. Il était là depuis un quart d'heure lorsque Siméon fut introduit, ainsi que la femme de chambre. Le vieux secrétaire semblait anéanti par la mort de son maître, et il pérorait tout bas, avec des airs bizarres. Patrice l'interrogea. Le bonhomme lui dit à l'oreille. « Ce n'est pas fini. Il faut craindre des choses, aujourd'hui même, tantôt. » « Tantôt » fit Patrice. « Oui, oui, affirma le vieux qui tremblait. Il ne dit plus rien. Quant à la femme de chambre, questionnée par Patrice, elle raconta. « Tout d'abord, monsieur, ce matin, première surprise. Plus de maître d'hôtel, plus de valet, plus de concierge, tous trois partis. Puis, à 6h30, monsieur Simon est venu nous dire, de la part de monsieur, que monsieur s'enfermait dans sa bibliothèque et qu'il ne fallait pas le déranger, même pour le déjeuner. Madame était un peu souffrante. On lui a servi son chocolat à 9h. À 10h, elle sortait avec monsieur Siméon. Alors, les chambres faites, on n'a pas bougé de la cuisine. 11h, midi. Et puis, voilà que sur le coup d'une heure, on carillonne à la porte d'entrée. Je regarde par la fenêtre, une auto avec 4 messieurs. Aussitôt, j'ouvre. C'est le commissaire de police qui se présente et qui veut voir monsieur. Je les conduis, on frappe, on secoue la porte qui était fermée. Pas de réponse. À la fin, un d'eux qui avait le truc crochette la serrure. Alors, vous voyez ça d'ici ou plutôt? Non, c'était bien pire. Puis ce pauvre monsieur, à ce moment-là, avait la tête presque sous la grille de charbon. Hein? Faut-il qu'il y en ait des misérables? Car on l'a tué, n'est-ce pas? Il y avait bien un de ces messieurs qui tout de suite a dit qu'il était mort d'un coup d'apoplexie et tombé à la renverse. Seulement, pour moi, le vieux Siméon avait écouté sans rien dire, toujours emmitouflé, sa barbe grise en broussailles, les yeux cachés derrière ses lunettes jaunes. À ce moment de l'histoire, il eut un petit ricanement, s'approcha de Patrice et lui dit à l'oreille « Il faut craindre des choses. Madame Coralie, il faut qu'elle s'en aille, tout de suite. Sinon, malheur à elle. » Le capitaine frissonna et voulut l'interroger, mais il ne put en apprendre davantage. D'ailleurs, le vieillard ne resta pas. Un agent vint le chercher et le mena dans la bibliothèque. Sa déposition dura longtemps. Elle fut suivie de la déposition de la cuisinière et de la femme de chambre. Puis, on se rendit auprès de Coralie. À 4h, une nouvelle automobile arriva. Patrice fit passer dans le vestibule 2 messieurs que tout le monde saluait très bas. Il reconnut le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Ils demeurèrent en conférence dans la bibliothèque durant une demi-heure et repartirent. Enfin, vers 5h,
un agent vint chercher Patrice et le fit monter au premier étage. L'agent frappa et s'effaça. Patrice fut introduit dans un boudoir de dimension restreinte, illuminé par un feu de bois, et où 2 personnes étaient assises. Coralie, devant laquelle il s'inclina, puis, en face d'elle, le monsieur qui l'avait interpellé lors de son arrivée et qui paraissait diriger toute l'enquête. C'était un homme d'environ 50 ans, corpulent, épais de figure et lourd de manières, mais dont les yeux vifs brillaient d'intelligence. « Monsieur le juge d'instruction, sans doute ?» demanda Patrice. « Non, dit-il, je suis monsieur Desmalions, ancien juge, délégué spécialement pour éclaircir cette affaire. Non pour l'instruire, comme vous dites, car il ne me semble pas qu'il y ait matière à instruction. »« Comment » s'écria Patrice très étonné. « Il n'y a pas matière à instruction ?» Il regarda Coralie. Elle tenait ses yeux fixés sur lui d'un air attentif. Puis elle les tourna vers monsieur Desmalions qui reprit. « Quand nous nous serons expliqués, mon capitaine, je ne doute pas que nous ne tombions d'accord sur tous les points. Comme nous sommes tombés d'accord, madame et moi. »« Je n'en doute pas, dit Patrice. Cependant, j'ai peur tout de même que beaucoup de ces points ne demeurent obscurs. Certes, mais nous arriverons à la lumière, nous y arriverons ensemble. Voulez-vous me dire ce que vous savez ?» Patrice réfléchit puis prononça. « Je ne vous cacherai pas mon étonnement, monsieur. Le récit que je vais vous faire n'est pas sans importance, et cependant, il n'y a personne ici pour l'enregistrer. Il n'aura donc pas la valeur d'une déposition, d'une déclaration faite sous serment, et qu'il me faudra appuyer de ma signature. Mon capitaine, c'est vous-même qui déterminerez la valeur de vos paroles, et les conséquences que vous voudrez leur donner. Pour l'instant, il s'agit d'une conversation préalable, d'un échange de vues relatif à des faits, sur lesquels d'ailleurs, madame Essarès m'a donné, je crois, les renseignements que vous pouvez me donner. » Patrice différa sa réponse. Il avait l'impression confuse d'un accord entre la jeune femme et le magistrat, et qu'en face de cet accord, il jouait, lui, autant par sa présence que par son zèle, le rôle d'un importun que l'on cherche à éconduire. Il résolut donc de rester sur la réserve jusqu'à ce que son interlocuteur se fût découvert. « En effet, dit-il, madame a pu vous renseigner. Ainsi, vous connaissez l'entretien que j'ai surpris hier au restaurant. Oui. Et la tentative d'enlèvement dont madame Essarès a été la victime. Oui. Et l'assassinat. Oui. Madame Essarès vous a raconté la scène de chantage à laquelle on s'est livré cette nuit contre monsieur Essarès. Les détails du supplice, la mort du colonel, la remise des 4 millions, puis la conversation téléphonique entre monsieur Essarès et le dénommé Grégoire, et enfin, les mesures proférées contre madame par son mari. Oui, mon capitaine, je sais tout cela, c'est-à-dire tout ce que vous savez. Et je sais, en plus, tout ce que m'a révélé mon enquête personnelle. En effet, répéta Patrice, je vois que mon récit devient inutile, et que vous avez tous les éléments nécessaires pour conclure. Et il ajouta, continuant d'interroger et de se soustraire aux questions. Puis-je vous demander alors dans quel sens vous avez conclu? Mon Dieu, mon capitaine, mes conclusions ne sont pas définitives. Cependant, jusqu'à preuve du contraire, je m'en tiens au terme d'une lettre que M. Essarès écrivait à sa femme aujourd'hui vers midi et que nous avons trouvée sur son bureau, inachevée. Madame Essarès m'a prié d'en prendre lecture et au besoin de vous la communiquer. En voici le texte. Aujourd'hui, 4 avril à midi. Coralie, tu as eu tort hier d'attribuer mon départ à des raisons inavouables. Et peut-être ai-je eu tort de ne pas me défendre suffisamment contre ton accusation. Le seul motif de mon départ, ce sont les haines dont je suis entouré et dont tu as pu voir la férocité implacable. Devant de tels ennemis, qui cherchent à me dépouiller par tous les moyens possibles, il n'y a pas d'autre salut que la fuite. Je pars donc, mais je te rappelle ma volonté absolue, Coralie. Tu dois me rejoindre à mon premier signal. Si tu ne quittes pas Paris, rien ne pourra te garantir contre une colère légitime. Rien, pas même ma mort. J'ai pris en effet toutes mes dispositions pour que, dans ce cas, la lettre s'arrête là, dit M. Desmalions en la rendant à Coralie. Et nous savons, par un indice irrécusable, que les dernières lignes ont précédé de peu la mort de M. Essarès, puisque dans sa chute, il a fait tomber une petite pendulette qui se trouvait sur son bureau, et que cette pendulette marque midi 23. Je suppose qu'il s'était senti mal à l'aise, qu'il aurait voulu se lever, et que, pris de vertige, il s'est écroulé par terre. Malheureusement, la cheminée était proche, un feu violent y flambait, la tête apportée contre la grille, et la blessure était si profonde, le docteur l'a constaté, qu'un évanouissement s'en est suivi. Alors le feu tout proche a fait son œuvre. Vous avez pu voir comment. Patrice écoutait avec stupeur cette explication imprévue. Il murmura. Ainsi, selon vous, monsieur Essarès est mort d'un accident. Il n'a pas été assassiné. Assassiné? Ma foi, non. Aucun indice ne nous permet une pareille hypothèse. Cependant,
Mon capitaine, vous êtes victime d'une association d'idées, tout à fait justifiable d'ailleurs. Depuis hier, vous assistez à une série d'événements tragiques, et votre imagination est naturellement conduite à leur donner la solution la plus tragique qui soit, l'assassinat. Seulement, réfléchissez. Pourquoi cet assassinat? Et qui l'aurait commis? Bourgneuf et ses amis? À quoi bon? Ils s'étaient gorgés de billets de banque, et en admettant même que l'inconnu qui porte le nom de Grégoire leur ait repris ses millions, ce n'est pas en assassinant M. SRS qu'ils les eussent retrouvés. Et puis, par où serait-il entré? Et puis, par où sorti? Non, excusez-moi, mon capitaine. M. SRS est mort d'un accident. Les faits sont indiscutables et c'est l'opinion du médecin légiste, lequel établira son rapport dans ce sens. Patrice Belleval se tourna vers Coralie. Et c'est l'opinion de madame également? Elle rougit un peu et répondit. Oui. Et c'est l'opinion du vieux Siméon? Oh, le vieux Siméon, repartit le magistrat, il divague. À l'entendre, on croirait que tout va recommencer, qu'un péril menace madame Essarès, et qu'elle devrait s'enfuir dès maintenant. Voilà tout ce que j'ai pu tirer de lui. Cependant, il m'a conduit vers une ancienne porte qui donne du jardin sur une ruelle perpendiculaire à la rue Rainoir. Et là, il m'a montré d'abord le cadavre du chien de garde, et ensuite, entre cette porte et le perron voisin de la bibliothèque, des traces de pas. Mais ces traces, vous les connaissez, n'est-ce pas, mon capitaine? Ce sont les vôtres, et celles de votre Sénégalais. Quant à l'étranglement du chien de garde, puis-je l'attribuer à votre Sénégalais? Oui, n'est-ce pas? Patrice commençait à comprendre. Les réticences du magistrat, ses explications, son accord avec la jeune femme. Tout cela prenait peu à peu sa véritable signification. Il articula nettement. Donc, pas de crime, non. Et alors, pas d'instruction, non. Et alors, pas de bruit autour de l'affaire, le silence, l'oubli. Justement, le capitaine Belleval se mit à marcher de long en large selon son habitude. Il se rappelait maintenant la prédiction des Sarès. On ne m'arrêtera pas. Si l'on m'arrête, on me relâchera. L'affaire sera étouffée. Et Sarès avait vu clair. La justice se taisait. Et comment n'aurait-elle pas trouvé en Coralie une complice de son silence? Cette manière d'agir irritait profondément le capitaine. Par le pacte indéniable conclu entre Coralie et M. Desmalions, il soupçonnait celui-ci de circonvenir la jeune femme et de l'amener à sacrifier ses propres intérêts à des considérations étrangères. Pour cela, il fallait tout d'abord se débarrasser de lui, Patrice. Oh oh, se dit Patrice, il commence à m'agacer, ce monsieur-là, avec son calme et son ironie. Il a l'air de se ficher de moi dans les grands prix. Cependant, il se contint, et affectant un désir de conciliation, il revint s'asseoir auprès du magistrat. Vous excuserez, monsieur, dit-il, une assistance qui doit vous paraître plutôt indiscrète. Mais ma conduite ne s'explique pas seulement par la sympathie ou par le sentiment que je puis éprouver pour madame Essarès, à un moment de sa vie où elle est plus isolée que jamais. Sympathie et sentiment qu'elle semble repousser plus encore qu'auparavant. Ma conduite s'explique par l'existence de certains liens mystérieux qui nous unissent l'un à l'autre, et qui remontent à une époque où nos regards n'ont pu pénétrer. Madame Essarès vous a-t-elle mis au courant de ces détails, qui, selon moi, ont une importance considérable, et qu'il m'est impossible de ne pas rattacher aux événements qui nous préoccupent? Monsieur Desmalions observa Coralie, qui fit un signe de tête. Il répondit. Oui, madame Essarès m'a mis au courant, et même... Il hésita de nouveau, et de nouveau consulta la jeune femme qui rougit et perdit contenance. Pourtant, M. Desmalions attendait une réponse qui lui permit d'aller plus avant. Elle finit par déclarer à voix basse. Le capitaine Belleval doit connaître ce que nous avons découvert à ce propos. Cette vérité lui appartient comme à moi, et je n'ai pas le droit de la lui cacher. Parlez, monsieur. Monsieur Desmalions prononça. Est-il même besoin de parler? Je crois qu'il suffit de présenter au capitaine cet album de photographies que j'ai trouvé. Tenez, mon capitaine. Et il tendit à Patrice un album très mince, relié en toile grise et maintenu par un élastique. Patrice le saisit avec une certaine anxiété. Mais ce qu'il vit, après l'avoir ouvert, était tellement inattendu qu'il poussa une exclamation. Est-ce croyable? Il y avait à la première page, encastrées par les quatre coins, 2 photographies. L'une à droite représentant un petit garçon en costume de collégien anglais, l'autre à gauche représentant une toute petite fille. 2 mentions au-dessous. À droite, Patrice a 10 ans. À gauche, Coralie a 3 mois. Ému au-delà de toute expression, Patrice tourna le feuillet. La seconde page les représentait encore. Lui à l'âge de 15 ans, Coralie à l'âge de 8 ans. Et il se revit aussi à 19 ans, et à 23 ans, et à 28 ans. Et toujours, Coralie l'accompagnait. Fillette d'abord, et puis jeune fille, et puis femme.
Est-ce croyable, murmurait-il? Comment cela est-il possible? Voilà des portraits de moi que j'ignorais, épreuve d'amateur évidemment, et qui me suivent à travers la vie. Me voici en soldat, quand je faisais mon service militaire, me voici à cheval. Qui a pu ordonner que ces photographies fussent prises? Et qui a pu les réunir ainsi près des vôtres, madame? Il tenait ses yeux fixés sur Coralie. La jeune femme se dérobait à son interrogatoire et baissait la tête, comme si l'intimité de leurs existences, attestée par ces pages, l'eût troublée au plus profond d'elle-même. Il répéta: « Qui a pu les réunir? Le savez-vous? Et d'où vient cet album ?» Monsieur Desmalions répondit: « C'est le docteur qui l'a trouvé, en déshabillant Monsieur Essarès. Sous sa chemise, Monsieur Essarès portait un maillot, et dans une poche intérieure de ce maillot, poche cousue, il y avait ce petit album, dont le docteur a senti le cartonnage. » Cette fois, les yeux de Patrice et de Coralie se rencontrèrent. L'idée que Monsieur Essarès avait collectionné leurs photographies, à eux deux, et cela depuis 25 ans, et qu'il les conservait sur sa poitrine, et qu'il vivait avec elle, et qu'il était mort avec elle, une telle idée le bouleversait, au point qu'il n'essayait même pas d'en examiner l'étrange signification. « Vous êtes bien sûr de ce que vous avancez, monsieur ?» demanda Patrice. « J'étais là, dit Monsieur Desmalions. J'ai assisté à la découverte. D'ailleurs, j'en ai fait moi-même une autre qui confirme celle-ci, et la complète d'une manière vraiment surprenante. C'est la découverte d'un médaillon taillé dans un bloc d'améthyste et entouré d'un cercle de filigrane. « Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites » s'écria le capitaine Belval. « Un médaillon? Un médaillon en améthyste? Regardez vous-même, monsieur, offrit le magistrat, après avoir encore une fois consulté madame Essarès. Et monsieur Desmalions tendit au capitaine une noix d'améthyste, plus grosse que la boule formée par la réunion des deux moitiés que Coralie et que lui, Patrice, possédait. Elle à son chapelet et lui à sa breloque. Et cette nouvelle boule était encerclée d'un filigrane d'or qui rappelait exactement le travail du chapelet et le travail de la breloque. La monture servait de fermoir. « Je dois ouvrir » demanda-t-il. Coralie l'en pria d'un geste. Il ouvrit. L'intérieur était divisé par un mobile en cristal qui séparait deux photographies très réduites. L'une, celle de Coralie en costume d'infirmière, l'autre le représentant, lui, mutilé et en uniforme d'officier. Patrice réfléchissait, très pâle. Au bout d'un moment, il dit: « Et ce médaillon, d'où vient-il? C'est vous qui l'avez trouvé, monsieur ?»« Oui, mon capitaine. »« Et où cela ?» Le magistrat sembla hésiter. Patrice eut l'impression, à l'attitude de Coralie, qu'elle ignorait ce détail. Enfin, monsieur Desmalions répondit: « Je l'ai trouvé dans la main du mort. »« Dans la main du mort? Dans la main de monsieur Essarès ?» Patrice avait sursauté, comme au choc du coup le plus imprévu, et il se penchait sur le magistrat, avide d'une réponse qu'il voulait entendre une seconde fois, avant de l'admettre comme certaine. « Oui, dans sa main. J'ai dû desserrer les doigts crispés pour l'en arracher. » Le capitaine se dressa, et frappant la table du poing, il s'écria: « Eh bien, monsieur, je vais vous dire une chose que je réservais comme dernier argument, pour vous prouver que ma collaboration n'est pas inutile. Et cette chose devient d'une importance considérable, après ce que nous venons d'apprendre. Monsieur, ce matin, quelqu'un m'a demandé au téléphone, et la communication était à peine établie que ce quelqu'un, qui semblait en proie à une vive agitation, a été l'objet d'une agression criminelle dont le bruit m'est parvenu. Et au milieu du tumulte de la lutte et des cris d'agonie, j'ai entendu ces mots que le malheureux s'acharnait à me transmettre, comme des renseignements suprêmes. « Patrice, Coralie, le médaillon d'améthyste, oui, je l'ai sur moi, le médaillon. Ah, trop tard, j'aurais tant voulu. Patrice, Coralie. » Voilà ce que j'ai entendu, monsieur. Et voici les deux faits qui s'imposent à nous. Ce matin, à 7h19, un homme a été assassiné, qui portait sur lui un médaillon d'améthyste. Premier fait indiscutable. Quelques heures plus tard, à 12h23, on découvre dans la main d'un autre homme ce même médaillon d'améthyste. Deuxième fait indiscutable. Rapprochez les deux faits, et vous serez obligé de conclure que le premier crime, celui dont j'ai perçu l'écho lointain, a été commis ici, dans cet hôtel, dans cette même bibliothèque, où viennent aboutir, depuis hier soir, toutes les scènes du drame auquel nous assistons. Cette révélation, qui en réalité aboutissait à une nouvelle accusation contre Essarès Bey, parut faire beaucoup d'effet sur le magistrat. Patrice l'avait jeté dans le débat avec une véhémence passionnée et une logique d'argumentation à laquelle on ne pouvait se soustraire sans une mauvaise foi évidente. Coralie s'était un peu détournée, et Patrice ne la voyait point, mais il devinait son désarroi, devant tant d'opprobre et tant de honte. Monsieur Desmalions objecta. « De fait indiscutable, dites-vous, mon capitaine. Sur le premier point, je vous fais remarquer que nous n'avons pas trouvé le cadavre de cet homme
qui aurait été assassiné ce matin à 7h19. On le retrouvera. Soit, second point, en ce qui concerne le médaillon d'améthyste, recueilli dans la main des Sarès-Bey, qui nous dit que Sarès-Bey l'ait pris à cet homme assassiné et non pas ailleurs? Car enfin, nous ne savons même pas s'il était chez lui à cette heure-là, et moins encore s'il était dans sa bibliothèque. Je le sais, moi. Et comment? Je lui ai téléphoné quelques minutes plus tard, et il m'a répondu. Bien plus, et cela pour parer à toute éventualité, il m'a dit qu'il avait téléphoné chez moi, mais qu'on l'avait coupé. Monsieur Desmalions réfléchit et reprit. Est-il sorti ce matin? Que madame Sarès nous le dise. Sans se tourner, avec un désir manifeste de ne pas rencontrer les yeux de Patrice, Coralie déclara. Je ne crois pas qu'il soit sorti. Les vêtements qu'il portait au moment de sa mort sont ses vêtements d'intérieur. Vous l'avez vu depuis hier soir? 3 fois ce matin. Il est venu frapper à ma porte de 7h à 9h. Je ne lui ai pas ouvert. Vers 11h, je partais seul. Je l'ai entendu qui appelait le vieux Siméon et lui ordonnait de m'accompagner. Siméon m'a rejointe aussitôt dans la rue. Voilà tout ce que je sais. Il y eut un très long silence. Chacun méditait de son côté à cette suite d'étranges aventures. À la fin, M. Desmalions, qui en arrivait à se rendre compte qu'un homme de la trempe du capitaine Belleval n'était pas un de ceux dont on se débarrasse facilement, reprit, du ton de quelqu'un qui, avant d'entrer en composition, veut connaître exactement le dernier mot de l'adversaire. Droit au but, mon capitaine. Vous échafaudez une hypothèse qui me semble très confuse. Quelle est-elle au juste? Et si je n'y conforme pas, quelle sera votre conduite? 2 questions très nettes. Voulez-vous y répondre? Avec autant d'honnêteté que vous me l'avez posée, monsieur. Il s'approcha du magistrat et prononça. Voici, monsieur, le terrain de combat et d'attaque, oui, d'attaque, s'il est nécessaire, que je choisis. Un homme qui m'a connu jadis, qui a connu madame Cérès tout enfant, et qui nous porte intérêt, un homme qui recueillait nos portraits d'âge en âge, qui avait des raisons secrètes de nous aimer, qui m'a fait tenir la clé de ce jardin, et qui se disposait à nous rapprocher l'un de l'autre pour des motifs qui nous eût révélés, cet homme a été assassiné au moment où il allait mettre ses plans à exécution. Or, tout me prouve qu'il a été assassiné par M. Essarès. Je suis donc résolu à porter plainte, quelles que doivent être les conséquences de mon acte. Et croyez-moi, monsieur, ma plainte ne sera pas étouffée. Il y a toujours moyen de se faire entendre, fût-ce en criant la vérité sur les toits. M. Desmalions se mit à rire. Bigre, mon capitaine, comme vous y allez. J'y vais selon ma conscience, monsieur. Et madame Essarès me pardonnera, j'en suis sûr. J'agis pour son bien, elle le sait. Elle sait qu'elle est perdue si cette affaire est étouffée, et si la justice ne lui prête pas son appui. Elle sait que les ennemis qui la menacent sont implacables. Ils ne reculeront devant rien pour atteindre leur but et pour la supprimer, elle qui leur fait obstacle. Et ce qu'il y a de plus terrible, c'est que ce but semble invisible aux yeux les plus clairvoyants. On joue contre ses ennemis la partie la plus formidable qui soit, et on ne sait même pas quel est l'enjeu de cette partie. La justice seule peut le découvrir, cet enjeu. M. Desmalions laissa passer quelques secondes, puis, posant sa main sur l'épaule de Patrice, il dit calmement « Et si la justice le connaissait, cet enjeu ?» Patrice le regarda avec surprise. « Quoi? Vous connaîtriez? Peut-être. Et vous pouvez me le dire? Dame, puisque vous m'y forcez. Il s'agit... Oh, pas de grand-chose, une bagatelle. Mais enfin, 1 milliard. 1 milliard? Tout simplement. 1 milliard, dont les 2 tiers, hélas, sinon les 3 quarts, sont déjà sortis de France avant la guerre. Mais les 250 ou 300 millions qui restent valent tout de même plus d'1 milliard, et cela pour une bonne raison. Laquelle? Ils sont en or. Fin du chapitre 7. Chapitre 8 de Le Triangle d'or par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 8. L'œuvre des Sarès-Bey. Cette fois, le capitaine Belleval sembla se radoucir un peu. Il entrevoyait vaguement les considérations qui obligeaient la justice à conduire la bataille avec prudence. « Vous êtes sûr, dit-il ? » ?»« Oui, mon capitaine. Voilà 2 ans que j'ai été chargé d'étudier cette affaire, et que mon enquête m'a prouvé qu'il y avait en France des exportations d'or vraiment inexplicables. Mais, je l'avoue, c'est depuis ma conversation avec madame Essarès que je vois seulement d'où provenaient ces fuites, et qui avait mis debout, à travers toute la France, et jusque dans les moindres bourgades, la formidable organisation par laquelle s'écoulait peu à peu l'indispensable métal. Madame Essarès savait donc? Non, mais elle soupçonnait beaucoup de choses. Et cette nuit, avant votre arrivée, elle en entendit d'autres
qui furent dites entre SRS et ses agresseurs, et qu'elle m'a répété, me donnant ainsi le mot de l'énigme. Cette énigme, j'aurais voulu en poursuivre sans vous la solution complète. C'était du reste l'ordre de monsieur le ministre de l'Intérieur, et madame SRS manifestait ce même désir. Mais votre fougue emporte mes hésitations. Et puisqu'il n'y a pas moyen de vous évincer, mon capitaine, j'y vais carrément. D'autant qu'un collaborateur de votre trempe n'est pas un dédaigné. Ainsi donc, dit Patrice qui brûlait d'en savoir davantage, ainsi donc, la tête du complot était ici. Et SRS Bay, directeur de la Banque franco-orientale, 6 rue de Lafayette, et SRS Bay, égyptien en apparence, turc en réalité, jouissait à Paris dans le monde financier d'une grosse influence. Naturalisé anglais, mais ayant gardé des relations secrètes avec les anciens possesseurs de l'Égypte, SRS Bay était chargé pour le compte d'une puissance étrangère, que je ne pourrais encore désigner exactement, de saigner, il n'y a pas d'autre mot, de saigner la France de tout l'or qu'il lui serait possible de faire affluer dans ses coffres. D'après certains documents, il a réussi de la sorte en 2 ans à expédier 700 millions. Un dernier envoi se préparait lorsque la guerre a été déclarée. Vous comprenez bien que des sommes aussi importantes ne pouvaient plus dès lors s'escamoter aussi facilement qu'en temps de paix. Aux frontières, les wagons sont visités. Dans les ports, les navires en partance sont fouillés. Bref, l'expédition n'eut pas lieu. Les 250 à 300 millions d'or demeurèrent en France. 10 mois se passèrent, et il arriva ceci qui était inévitable, c'est qu'SRS Bay, ayant ce trésor fabuleux à sa disposition, s'y attacha, le considéra peu à peu comme à lui, et à la fin, résolut de se l'approprier. Seulement, il y avait les complices. Ceux que j'ai vus cette nuit, oui, une demi-douzaine de Levantins équivoques, faux naturalisés, Bulgares plus ou moins déguisés, agents personnels des petites cours allemandes de là-bas. Tout cela, auparavant, tenait en province des succursales de la banque SRS. Tout cela soudoyait, pour le compte des SRS, des centaines de sous-agents qui écumaient les villages, faisaient les foires, buvaient avec les paysans, offraient des billets et des titres contre de l'or français et vidaient les bas de laine. À la guerre, tout cela ferma boutique et vint se grouper auprès des SRS Bay, qui lui aussi avait fermé ses bureaux de la rue Lafayette. Et alors il se passa des incidents que nous ignorons. Sans doute, les complices apprirent-ils, par leur gouvernement, que le dernier envoi d'or n'avait pas été effectué. Et sans doute, devinèrent-ils aussi que SRS Bay tentait de garder par devers lui les 300 millions récoltés par la bande. Toujours est-il que la lutte commença entre les anciens associés. Lutte acharnée et implacable. Les uns voulant leur part du gâteau, l'autre résolu à ne rien lâcher et prétendant que les millions étaient partis. Dans la journée d'hier, cette lutte atteignit son maximum d'intensité. L'après-midi, les complices tentaient de s'emparer de Madame SRS, afin d'avoir un otage dont ils comptaient se servir contre le mari. Le soir, vous avez vu l'épisode suprême. Mais pourquoi précisément hier soir? Pour cette raison que les complices avaient tout lieu de croire que les millions allaient disparaître hier soir, sans connaître les procédés employés par SRS Bay lors de ces derniers envois. Ils pensaient que chacun de ces envois, ou plutôt que l'enlèvement des sacs, était précédé d'un signal. Oui, une pluie d'étincelles, n'est-ce pas? Justement, il y a dans un coin du jardin d'anciennes serres que surmonte la cheminée qui les chauffait. Cette cheminée, encrassée, pleine de suie et de détritus, dégage, quand on l'allume, des flamèches et des étincelles qui se voient de loin et qui servent d'avertissement. Et SRS Bay l'a allumé hier soir lui-même. Aussitôt, les complices, effrayés et résolus à tout, sont venus. Et le plan des SRS Bay a échoué. Oui, celui des complices aussi d'ailleurs. Le colonel est mort. Les autres n'ont pu récolter que quelques liasses qui ont dû leur être prises. Mais la lutte n'était pas finie, et les soubresauts les plus tragiques en ont accompagné ce matin le dénouement. Selon vos affirmations, un homme qui vous connaissait et qui cherchait à se mettre en rapport avec vous a été tué à 7h19, et vraisemblablement par SRS Bay, qui redoutait son intervention. Et quelques heures plus tard, à 12h23, SRS Bay lui-même était assassiné, probablement par l'un de ses complices. Voici toute l'affaire, mon capitaine. Et maintenant, que vous en savez autant que moi, ne pensez-vous pas que l'instruction de cette affaire doit demeurer secrète et se poursuivre un peu en dehors des règles ordinaires? Après un instant de réflexion, Patrice répondit « Oui, je le crois. » « Et oui, s'écria M. Desmalions. Outre qu'il est inutile de proclamer cette histoire d'or disparu et d'or introuvable qui alarmerait les imaginations,
Vous pensez bien qu'une opération qui a consisté à drainer pendant 2 ans une pareille masse d'or n'a pas pu s'effectuer sans des compromissions fort regrettables. Mon enquête personnelle va me révéler, j'en suis sûr, du côté de certaines banques plus ou moins importantes et de certains établissements de crédit, une suite de défaillances et de marchandages sur lesquels je ne veux pas insister, mais dont la publication serait désastreuse. Donc, silence. Mais le silence est-il possible? Pourquoi pas? Dame, il y a quelques cadavres. Celui du colonel Faki, par exemple. Suicide. Celui de ce Mustapha, que vous retrouverez, ou que vous avez dû retrouver dans le jardin Galliera. Fait divers. Celui de monsieur Essarès. Accident. De sorte que toutes ces manifestations de la même force criminelle resteront isolées les unes des autres. Rien ne montre le lien qui les rattache les unes aux autres. Le public pensera peut-être le contraire. Le public pensera ce que nous jugerons bon qu'il pense. Nous sommes en temps de guerre. La presse parlera. La presse ne parlera pas. Nous avons la censure. Mais si un fait quelconque, un crime nouveau. Un crime nouveau? Pourquoi? L'affaire est finie, du moins en sa partie active et dramatique. Les principaux acteurs sont morts. Le rideau baisse sur l'assassinat des Sarès-Bey. Quant aux comparses, Bourneuf et autres, avant 8 jours, ils seront parqués dans un camp de concentration. Nous nous trouvons en face d'un certain nombre de millions, sans propriétaire, que personne n'osera réclamer, et sur lequel la France a le droit de mettre la main. Je m'y emploierai activement. Patrice Belval hocha la tête. Reste aussi Madame Essarès, monsieur. Nous ne devons pas négliger les menaces si précises de son mari. Il est mort. N'importe, la menace demeure. Le vieux Siméon vous le dit d'une façon saisissante. Il est à moitié fou. Précisément. Son cerveau garde l'impression du danger le plus pressant. Non, monsieur, la lune n'est pas terminée. Peut-être même ne fait-elle que commencer. Eh bien, mon capitaine, ne sommes-nous pas là? Protégez et défendez Madame Essarès par tous les moyens qui sont votre pouvoir, et par tous ceux que je mets à votre disposition. Notre collaboration sera constante, puisque ma tâche est ici, et que, s'il y a la bataille que vous attendez, et dont je doute, elle aura lieu dans l'enceinte de cette maison et de ce jardin. Qui vous fait supposer? Certaines paroles, entendues hier soir par Madame Essarès. Le colonel Faki a répété plusieurs fois. L'or est ici, Essarès. Et il ajoutait. Depuis des années, chaque semaine, ton automobile apportait ici ce qu'il y avait à ta banque de la rue Lafayette. Siméon, le chauffeur et toi, vous faisiez glisser les sacs par le dernier soupirail à gauche. De là, comment l'expliquais-tu? Je l'ignore. Mais ce qui était ici au moment de la guerre, les 700 ou 800 sacs qu'on attendait là-bas, rien n'est sorti de chez toi. Je me doutais du coup et, nuit et jour, nous avons veillé. L'or est ici. Et vous n'avez aucun indice? Aucun. Ceci tout au plus, bien que je n'y attache qu'une valeur relative. Il tira de sa poche un papier froissé qu'il déplia et reprit. Avec le médaillon, il y avait, dans la main des Sarès-Bey, ce papier barbouillé d'encre, où l'on peut voir cependant quelques mots informes, écrits en hâte, dont les seuls à peu près lisibles sont ceux-ci. Triangle d'or. Que signifie ce triangle d'or? En quoi se rapporte-t-il à notre affaire? Pour l'instant, je n'en sais rien. J'imagine tout au plus que le chiffon de papier, comme le médaillon, a été arraché par Essarès-Bey à l'homme qui est mort ce matin, à 7h19, et que, quand lui-même a été tué à 12h23, il était en train de l'examiner. Oui, les choses ont dû se passer ainsi. Et vous voyez, monsieur, conclut Patrice, comme tous ces détails se relient les uns aux autres. Croyez bien qu'il n'y a qu'une affaire. Soit, dit monsieur Desmalions en se levant, une seule affaire en 2 parties. Poursuivez la seconde, mon capitaine. Je vous accorde que rien n'est plus étrange que cette découverte des photographies qui vous représentent, Madame Essarès et vous, sur un même album et sur un même médaillon. Il y a là un problème qui se pose, dont la solution nous amènera sans doute bien près de la vérité. À bientôt, mon capitaine. Et encore une fois, usez de moi et de mes hommes. Il serra la main de Patrice. Patrice le retint. Je serai de vous, monsieur, mais n'est-ce pas dès maintenant qu'il faut prendre les précautions nécessaires? Elles sont prises, mon capitaine. La maison n'est-elle pas occupée par nous? Oui, oui, je le sais, mais tout de même, j'ai comme un pressentiment que la journée ne s'achèvera pas. Rappelez-vous les étranges paroles du vieux Siméon. Monsieur Desmalions se mit à rire. Allons, mon capitaine, il ne faut rien exagérer. Pour l'instant, s'il nous reste les ennemis à combattre, ils doivent avoir grand besoin de se recueillir. Nous parlerons de cela demain, voulez-vous, mon capitaine? Il serra la main de Patrice, s'inclina devant Madame Essarès et sortit. Par discrétion, le capitaine Belval avait fait d'abord un mouvement pour sortir avec lui. Il s'arrêta près de la porte et revint sur ses pas. Madame Essarès, qui sembla ne pas l'entendre, demeurait immobile, courbée en deux et la tête tournée.
Il lui dit « Coralie !» Elle ne répondit pas. Et il lui dit une seconde fois « Coralie !» avec l'espoir qu'elle ne répondrait pas non plus, car le silence de la jeune femme lui semblait tout à coup la chose la plus désirable. Il n'y avait plus de contrainte ni de révolte. Coralie acceptait qu'il fût là auprès d'elle comme un ami secourable. Et Patrice ne pensait plus à tous les problèmes qui le tourmentaient, ni à cette série de crimes qui s'étaient accumulés autour d'eux, ni aux périls qui pouvaient les environner. Il ne pensait qu'à l'abandon et à la douleur de la jeune femme. Ne répondez pas, Coralie, ne dites pas un mot. C'est à moi de parler. Il faut que je vous apprenne ce que vous ignorez, c'est-à-dire les motifs pour lesquels vous voulez m'éloigner de cette maison, et de votre existence même. Il posa sa main sur le dossier du fauteuil où elle était assise, et cette main effleura la coiffe de la jeune femme. Coralie, vous vous imaginez que c'est la honte de votre ménage qui vous éloigne de moi? Vous rougissez d'avoir été la femme de cet homme, et cela vous rend confuse et inquiète, comme si vous étiez coupable vous-même. Mais pourquoi? Est-ce de votre faute? Ne pensez-vous pas que je devine, entre vous deux, tout un passé de misère et de haine, et que, ce mariage, vous y avez été contrainte, je ne sais par quelle machination? Non, Coralie, il y a autre chose que je vais vous dire, il y a autre chose. Il s'était penché sur elle encore davantage. Il discernait son profil charmant, que la flamme des bûches éclairait. Et il s'écria, avec une ardeur croissante, et en usant de ce tutoiement qui, chez lui, gardait un ton de respect affectueux. Dois-je parler, maman Coralie? Non, n'est-ce pas? Tu as compris, et tu vois clair en toi. Ah, je sens que tu trembles des pieds à la tête. Mais oui, dès le premier jour, tu l'as aimé, ton grand diable de blessé, tout mutilé, tout balafré qu'il fut. Tais-toi, ne proteste pas. Oui, je me rends compte. Cela t'offusque un peu d'entendre de telles paroles aujourd'hui. J'aurais dû patienter, peut-être. Pourquoi? Je ne te demande rien, je sais. Cela me suffit. Je ne t'en parlerai plus avant longtemps, avant l'heure inévitable où tu seras forcé de me le dire toi-même. Jusque-là, je garderai le silence. Il y aura entre nous ceci, notre amour, et c'est délicieux, maman Coralie. C'est délicieux de savoir que tu m'aimes, Coralie. Bon, voilà que tu pleures maintenant. Et tu voudrais nier encore? Mais quand tu pleures, maman, je te connais. C'est que tout ton cœur adorable déborde de tendresse et d'amour. Tu pleures? Ah, maman, je ne croyais pas que tu m'aimais à ce point. Lui aussi, Patrice, il avait les larmes aux yeux. Celle de Coralie courait sur ses joues pâles, et il voulut baiser ses joues mouillées. Mais le moindre geste d'affection lui paraissait une offense en de telles minutes. Il se contentait de la regarder éperdument, et comme il la regardait, il eut l'impression que la pensée de la jeune femme se détachait de la sienne, que ses yeux étaient attirés par un spectacle imprévu, et qu'elle écoutait, dans le grand silence de leur amour, une chose qu'il n'avait pas entendue, lui. Et soudain, à son tour, il entendit cette chose, bien qu'elle fût, pour ainsi dire, imperceptible. C'était, plutôt qu'un bruit, la sensation d'une présence qui se mêlait aux rumeurs lointaines de la ville. Que se passait-il donc? Le jour avait baissé, sans que Patrice s'en rendît compte. À son insu également, comme le boudoir n'était pas grand, et que la chaleur du feu y devenait lourde, Madame et Sarès avaient entrouvert la fenêtre, dont les battants, néanmoins, se rejoignaient presque. C'est cela qu'elle considérait attentivement, et c'est de là que venait le danger. Patrice fut près de courir à cette fenêtre, il ne le fit pas. Le danger se précisait. Dehors, dans l'ombre du crépuscule, il distinguait, à travers les carreaux obliques, une forme humaine. Puis, il aperçut entre les deux battants un objet qui brillait à la lueur du feu, et qui lui parut être le canon d'un revolver. Si l'on soupçonne un instant que je suis sur mes gardes, pensa-t-il, Coralie est perdue. De fait, la jeune femme se trouvait en face de la fenêtre, dont aucun obstacle ne la séparait. Il prononça donc à haute voix et d'un ton dégagé. Coralie, vous devez être un peu lasse, nous allons nous dire adieu. En même temps, il tournait autour du fauteuil pour la protéger, mais il n'eut pas le temps d'accomplir son mouvement. Elle aussi, sans doute, avait vu luire le canon du revolver. Elle se recula brusquement et balbutia. Ah, Patrice, Patrice! Deux détonations retentirent, que suivit un gémissement. Tu es blessé? S'écria Patrice en se précipitant sur la jeune femme. Non, non, dit-elle, mais la peur. Ah, s'il t'a touché, le misérable! Non, non! Tu es bien sûr? Il perdit ainsi 30 à 40 secondes, allumant l'électricité, examinant la jeune femme, attendant avec angoisse qu'elle reprît toute sa conscience. Et seulement alors il se jeta vers la fenêtre qu'il ouvrit toute grande, et il enjamba le balcon. La pièce se trouvait au premier étage. Il y avait bien des treillis le long du mur, mais, à cause de sa jambe, Patrice eut du mal à descendre. En bas, il s'empêtra dans les barreaux d'une échelle renversée sur la terrasse.
Puis il se heurta à des agents qui émergeaient de ce rez-de-chaussée et dont l'un vociférait. « J'ai vu une silhouette qui s'enfuyait par là !» « Par où ?» demanda Patrice. L'homme courait dans la direction de la petite ruelle. Patrice le suivit. Mais, à ce moment, du côté même de cette porte, il s'éleva des clameurs aiguës et le glapissement d'une voix qui râlait. « Au secours, au secours !» Lorsque Patrice arriva, l'agent promenait déjà sur le sol une lanterne électrique. Et tous deux, ils aperçurent une forme humaine qui se tordait dans un massif. « La porte est ouverte !» cria Patrice. « L'agresseur s'est sauvé, allez-y !» L'agent disparut dans la ruelle. Et comme Yabon survenait, Patrice lui ordonna. « Au galop, Yabon ! Si l'agent monte la ruelle, descends ! Au galop, moi je m'occupe de la victime !» Pendant ce temps, Patrice se courbait, projetant la lanterne de l'agent sur l'homme qui se débattait à terre. Il reconnut le vieux Siméon, à moitié étranglé, une cordelette de soie rouge autour du cou. « Ça va ?» demanda-t-il, « vous m'entendez ?» Il desserra la cordelette et répéta sa question. Siméon bégaya une suite de syllabes incohérentes. Puis tout à coup, il se mit à chanter, puis à rire saccadé, très bas, qui alternait avec des hoquets. Il était fou. « Monsieur !» dit Patrice à monsieur Desmalions, quand celui-ci le rejoint et qu'ils se furent expliqués. « Croyez-vous vraiment que l'affaire soit finie ?»« Vous aviez raison, avoua monsieur Desmalions, et nous allons prendre toutes les précautions nécessaires pour la sécurité de Mme Messarès. La maison sera gardée toute la nuit. » Quelques minutes plus tard, l'agent et Yabon revenaient, après des recherches inutiles. Dans la ruelle, on trouva la clé qui avait servi à ouvrir la porte. Elle était exactement semblable à celle que possédait Patrice, aussi vieille, aussi rouillée. L'agresseur s'en était débarrassé au cours de sa fuite. Il était 7 heures du soir lorsque Patrice, en compagnie de Yabon, quitta l'hôtel de la rue Rainoir et reprit le chemin de Neuilly. Selon son habitude, Patrice saisit le bras du Sénégalais et, s'appuyant sur lui pour marcher, il lui dit « Je devine ton idée, Yabon !» Yabon grogna. « C'est bien cela, approuva le capitaine Belleval. Nous sommes entièrement d'accord sur tous les points. Ce qui te frappe principalement, n'est-ce pas, c'est l'incapacité totale de la police, en cette occurrence. Un tas de nullités, diras-tu. En parlant ainsi, monsieur Yabon, tu dis une bêtise et une insolence, qui ne m'étonne pas de toi, et qui pourrait attirer de ma part la correction que tu mérites. Mais passons. Donc, quoi que tu en dises, la police fait ce qu'elle peut. Sans compter qu'en temps de guerre, elle a autre chose à faire qu'à s'occuper des relations mystérieuses qui existent entre Madame Messarès et le capitaine Belleval. C'est donc moi qui devrais agir, et je n'ai guère à compter que sur moi. Eh bien, je me demande si je suis de taille à lutter contre de tels adversaires. Quand je pense qu'en voici un qui a le culot de revenir dans l'hôtel, que la police surveillait, de dresser une échelle, d'écouter sans doute ma conversation avec M. Desmalions, puis les paroles que j'ai dites à maman Coralie, et en fin de compte, de nous envoyer 2 balles de revolver? Hein? Qu'en dis-tu? Suis-je de force? Et toute la police française, elle-même déjà surmenée, m'offrira-t-elle le secours indispensable? Non, ce qu'il faudrait pour débrouiller une pareille affaire, c'est un type exceptionnel, et qui réunisse toutes les qualités. Enfin, un bonhomme comme on n'en voit pas. Patrice s'appuya davantage sur le bras de son compagnon. Toi qui as de si belles relations, tu n'as pas ça dans ta poche? Un génie? Un demi-dieu? Yabon grogna de nouveau, d'un air joyeux, et dégagea son bras. Il portait toujours sur lui une petite lanterne électrique. Il l'alluma et introduisit la poignée entre ses dents. Puis il sortit de son dolman un morceau de craie. Le long de la rue, il y avait un mur recouvert de plâtre, sali et noirci par le temps. Yabon se planta devant ce mur, et lançant le disque de lumière, il se mit à écrire d'une main inhabile, comme si chacune des lettres lui coûtait un effort démesuré, et comme si l'assemblage de ces lettres était le seul qu'il pût jamais réussir à composer et à retenir. Et de la sorte, il écrivit 2 mots que Patrice put lire d'un coup. Arsène Lupin. Arsène Lupin? Dit Patrice à mi-voix, et le contemplant avec stupeur. Tu deviens ma boule. Qu'est-ce que ça veut dire, Arsène Lupin? Quoi? Tu me proposes Arsène Lupin? Yabon fit un signe affirmatif. Arsène Lupin, tu le connais donc? Oui, déclara Yabon. Patrice se souvint alors que le Sénégalais passait ses journées à l'hôpital, à se faire lire par des camarades de bonne volonté toutes les aventures d'Arsène Lupin, et il ricana. Oui, tu le connais, comme on connaît quelqu'un dont on a lu l'histoire. Non, protesta Yabon. Tu le connais personnellement? Oui. Idiot, va. Arsène Lupin est mort. Il s'est jeté dans la mer du haut d'un rocher. Et voilà que tu te prétends le connaître? Oui. Tu as donc eu l'occasion de le rencontrer depuis sa mort? Oui. Fichtre. Et le pouvoir de M. Yabon sur Arsène Lupin est assez grand pour qu'Arsène Lupin ressuscite et se dérange
Sur un signe de monsieur Yabon? Oui. Bigre! Tu m'inspirais déjà une haute considération. Et maintenant, je n'ai plus qu'à m'incliner. Ami de feu Arsène Lupin? Rien que ça de chic. Et combien de temps te faut-il pour mettre cette ombre à notre disposition? 6 mois, 3 mois, 1 mois, 15 jours? Yabon fit un geste. Environ 15 jours, traduisit le capitaine Belval. Eh bien, évoque l'esprit de ton ami. Je serais enchanté d'entrer en rapport avec lui. Seulement, en vrai, il faut que tu aies de moi une idée bien médiocre pour t'imaginer que j'ai besoin d'un collaborateur. Alors quoi? Tu me prends pour un imbécile? Pour un incapable? Fin du chapitre 8. Chapitre 9 de Le Triangle d'Or par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 9. Patrice et Coralie. Tout se passa comme l'avait prédit M. Desmalions. La presse ne parla pas. Le public ne s'émut point. Accidents et faits divers furent accueillis avec indifférence. L'enterrement du richissime banquier et Sarès Bay passa inaperçu. Mais le lendemain de cet enterrement, à la suite de quelques démarches effectuées par le capitaine Belval auprès de l'autorité militaire, avec l'appui de la préfecture, un nouvel ordre de choses fut établi dans la maison de la rue Rainoir. Reconnue comme annexe numéro 2 de l'ambulance des Champs-Élysées, elle devint, sous la surveillance de Madame Essarès, la résidence exclusive du capitaine Belval et de ses 7 mutilés. Ainsi, Coralie demeura là, toute seule. Plus de femme de chambre ni de cuisinière. Les 7 mutilés suffirent à toutes les besognes. L'un fut concierge, un autre cuisinier, un autre maître d'hôtel. Yabon, nommé femme de chambre, se chargea du service personnel de maman Coralie. La nuit, il couchait dans le couloir devant sa porte. Le jour, il montait la garde devant sa fenêtre. Que personne n'approche ni de cette porte, ni de cette fenêtre, lui dit Patrice. Que personne n'entre. Si seulement un moustique réussit à pénétrer près d'elle, ton compte est réglé. Malgré tout, Patrice n'était pas tranquille. Il avait eu trop de preuves de ce que pouvait oser l'ennemi pour croire que des mesures quelconques fussent capables d'assurer une protection absolument efficace. Le danger s'insinue toujours par où il n'est pas attendu, et il était d'autant moins facile de s'en garer qu'on ignorait d'où venait la menace. Et Sarès Bay étant mort, qui poursuivait son œuvre? Et qui reprenait contre maman Coralie le plan de vengeance qu'il annonçait dans sa dernière lettre? M. Desmalions avait commencé aussitôt son œuvre d'investigation, mais le côté dramatique de l'affaire semblait lui être indifférent. N'ayant pas retrouvé le cadavre de l'homme dont Patrice avait entendu les cris d'agonie, n'ayant recueilli aucun indice sur l'agresseur mystérieux qui avait tiré sur Patrice et Coralie à la fin de la journée, n'ayant pu établir d'où provenait l'échelle qui avait servi à cet agresseur, il ne s'occupait plus de ces questions et limitait ses efforts à l'unique recherche des 1800 sacs. Cela seul lui apportait. Nous avons toutes les raisons de croire qu'ils sont là, disait-il, entre les 4 côtés du quadrilatère formé par le jardin et par les bâtiments d'habitation. Évidemment, un sac d'or de 50 kilos n'a pas, à beaucoup près, le volume d'un sac de charbon du même poids. Mais tout de même, 1800 sacs, cela représente peut-être une masse de 7 à 8 mètres cubes. Et cette masse-là ne se dissimule pas aisément. Au bout de 2 jours, il avait acquis la certitude que la cachette ne se trouvait ni dans la maison, ni sous la maison. Lorsque certains soirs, le chauffeur de l'automobile de Sarès Bay amenait rue Rainoir le contenu des coffres de la banque franco-orientale, et Sarès Bay, le chauffeur de l'automobile et le nommé Grégoire, faisait passer par le soupirail, dont les complices du colonel avaient parlé, un gros fil de fer que l'on retrouva. Le long de ce fil de fer glissaient des crochets, que l'on retrouva également, et auxquels on suspendait les sacs, qui s'empilaient dès lors dans une grande cave, exactement située sous la bibliothèque. Inutile de dire tout ce que M. Desmalions et ses agents déployèrent d'ingéniosité, de minutie et de patience pour interroger tous les recoins de cette cave. Leurs efforts aboutirent tout de moins à savoir, et cela sans aucune espèce de doute, qu'elle n'offrait aucun secret, sauf le secret d'un escalier qui descendait de la bibliothèque et dont l'issue supérieure était fermée par une trappe qui recouvrait le tapis. Outre le soupirail de la rue Rainoir, il y en avait un autre qui donnait sur le jardin, au niveau de la première terrasse. Ces 2 ouvertures se barricadaient de l'intérieur à l'aide de volets de fer très lourds, de sorte que des milliers et des milliers de rouleaux d'or avaient pu être entassés dans la cave jusqu'au moment de leur expédition. Mais comment cette expédition avait-elle lieu? Se demandait M. Desmalions. Mystère. Et pourquoi cette halte dans le sous-sol de la rue Rainoir? Mystère également. Et puis,
Voilà que Faki, Bourgneuf et consorts affirment que cette fois il n'y a pas eu d'expédition, que l'or est ici, et qu'il suffit de chercher pour le découvrir. Nous avons cherché dans la maison, reste le jardin, cherchons de ce côté. C'est un admirable vieux jardin qui faisait jadis partie du vaste domaine où, à la fin du XVIIIe siècle, on venait prendre les eaux de Passy. De la rue Rainoir jusqu'au quai, sur une largeur de 200 mètres, il descend, par 4 terrasses superposées, vers des pelouses harmonieuses que soulignent des massifs d'arbustes verts et que dominent des groupes de grands arbres. Mais la beauté du jardin provient avant tout de ces 4 terrasses et de la vue qu'elles offrent sur le fleuve, sur les plaines de la rive gauche et sur les collines lointaines. 20 escaliers les font communiquer entre elles, et 20 sentiers montent de l'une à l'autre, creusés parmi les murs de soutènement et engloutis parfois sous les vagues de lierre qui déferlent du haut en bas. Ça et là émerge une statue, une colonne tronquée, les débris d'un chapiteau. Le balcon de pierre qui borde la terrasse supérieure est orné de très vieux vases en terre cuite. On y voit aussi sur cette terrasse les ruines de 2 petits temples ronds qui étaient autrefois des buvettes. Il y a devant les fenêtres de la bibliothèque une vasque circulaire, au centre de laquelle un enfant lance un mince filet d'eau par l'entonnoir d'une conque. C'est le trop-plein de cette vasque, recueilli en un ruisseau, qui glissait sur les rochers contre lesquels Patrice était heurté au premier soir. Somme toute, 3 ou 4 hectares à fouiller, dit M. Desmalions. À cette besogne, il employa, outre les mutilés de Patrice, une douzaine de ses agents. Besogne assez facile au fond, et qui devait aboutir à des résultats certains. Comme M. Desmalions ne cessait de le répéter, 1800 sacs ne peuvent pas rester invisibles. Toute excavation laisse des traces. Il faut une issue pour y entrer et pour en sortir. Or, le gazon des pelouses, comme le sable des allées, ne révélait aucun vestige de terre remuée fraîchement. Le lierre, les murailles de soutien, les terrasses, tout cela fut visité, inutilement. On trouva, de place en place, dans les tranchées que l'on pratiqua, d'anciennes canalisations vers la Seine et des tronçons d'aqueduc qui servaient jadis à l'écoulement des eaux de Passy. Mais quelque chose qui fût un abri, une casemate, une voûte de maçonnerie, quelque chose qui eût l'apparence d'une cachette, cela ne se trouva point. Patrice et Coralie suivaient ces recherches. Pourtant, bien qu'ils en comprissent tout l'intérêt, et bien que d'autre part, ils subissent encore l'anxiété des heures dramatiques qui venaient de s'écouler, au fond, ils ne se passionnaient que pour le problème inexplicable de leur destin, et presque toutes leurs paroles s'en allaient vers les ténèbres du passé. La mère de Coralie, fille d'un consul de France à Salonique, avait épousé là-bas un homme d'un certain âge, très riche, le comte Odolavitz, d'une vieille famille serbe, lequel était mort 1 an après la naissance de Coralie. La veuve et l'enfant se trouvaient alors en France, précisément dans cet hôtel de la rue Rainoir, que le comte Odolavitz avait acheté par l'intermédiaire d'un jeune Égyptien, Essarès, qui lui servait de secrétaire et de factotum. Coralie avait donc vécu là 3 années de son enfance. Puis subitement, elle perdait sa mère. Restant seule au monde, elle était emmenée par Essarès à Salonique, où son grand-père, le consul, avait laissé une sœur beaucoup plus jeune que lui, et qui se chargea d'elle. Malheureusement, cette femme tomba sous la domination d'Essarès, signa des papiers, en fit signer à sa petite nièce, de sorte que toute la fortune de l'enfant, administrée par l'Égyptien, disparut peu à peu. Enfin, vers l'âge de 17 ans, Coralie fut la victime d'une aventure qui lui laissa le plus affreux souvenir et qui eut sur sa vie une influence fatale. Enlevée un matin, dans la campagne de Salonique, par une bande de Turcs, elle passa 2 semaines au fond d'un palais, en but au désir du gouverneur de la province. Essarès la délivra. Mais cette délivrance s'effectua d'une façon si bizarre que bien souvent depuis, Coralie devait se demander s'il n'y avait pas eu un coup monté entre le Turc et l'Égyptien. Toujours est-il que, malade, déprimée, redoutant une nouvelle agression, contrainte par sa tante, elle épousait 1 mois plus tard cet Essarès, qui déjà lui faisait la cour, et qui maintenant, en définitive, prenait à ses yeux figure de sauveur. Union lamentable, dont l'horreur lui apparut le jour même où elle fut consommée. Coralie était la femme d'un homme qu'elle détestait, et dont l'amour s'exaspéra de toute la haine et de tout le mépris qui lui furent opposés. L'année même du mariage, il venait s'installer dans l'hôtel de la rue Rainoir. Et Sarès, qui, depuis longtemps, avait fondé et dirigé à Salonique la succursale de la Banque franco-orientale, ramassait presque toutes les actions de cette banque, achetait pour l'établissement de la maison principale l'immeuble de la rue Lafayette, devenait à Paris l'un des maîtres de la finance et recevait en Égypte le titre de bey.
Telle était l'histoire qu'un jour, dans le beau jardin de Passy, Coralie raconta, et, en semant de passé qu'ils interrogèrent ensemble, en le confrontant avec celui de Patrice, ni Patrice ni Coralie ne purent découvrir un seul point qui leur fût commun. L'un et l'autre avaient vécu dans des lieux différents. Aucun nom ne les frappait d'un même souvenir. Aucun détail ne pouvait leur faire comprendre pourquoi ils possédaient, l'un et l'autre, des morceaux de la même boule d'améthyste. Pourquoi leurs images réunies se trouvaient enfermées dans le même médaillon ou collées sur les pages du même album. À la rigueur, dit Patrice, on peut expliquer que le médaillon recueilli dans la main des Sarès avait été arraché par lui à cet inconnu qui veillait sur nous et qui l'a assassiné. Mais l'album, cet album qu'il portait dans une poche cousue d'un sous-vêtement. Ils se turent. Puis Patrice demanda « Et Siméon ?» Siméon a toujours habité ici. Même du temps de votre mère? Non, c'est 1 an ou 2 après la mort de ma mère et après mon départ pour Salonique qu'il a été chargé par Essarès de garder cette propriété et de veiller à son entretien. Il était le secrétaire des Sarès? Je n'ai jamais su son rôle exact. Secrétaire? Non. Confident? Non plus. Ils ne conversaient jamais ensemble. 3 ou 4 fois, il est venu nous voir à Salonique. Je me rappelle une de ses visites, j'étais tout enfant, et je l'ai entendu qui parlait à Essarès d'une façon très violente et semblait le menacer. De quoi? Je l'ignore. J'ignore tout de Siméon. Il vivait ici très à part et presque toujours dans le jardin, fumant sa pipe, rêvassant, soignant les arbres ou les fleurs avec l'aide de 2 ou 3 jardiniers qu'il faisait venir de temps à autre. Quelle conduite observait-il à votre égard? Là encore, je ne puis rien dire de précis. Nous ne causions jamais, et ses occupations ne le rapprochaient guère de moi. Cependant, j'ai eu quelquefois l'impression que, à travers ses lunettes jaunes, son regard me cherchait avec une certaine insistance, et peut-être même avec intérêt. En outre, dans ces derniers temps, il se plaisait à m'accompagner jusqu'à l'ambulance, et il se montrait alors, soit là-bas, soit en route, plus attentif, plus empressé, à tel point que je me demande, depuis 1 jour ou 2, après un instant d'indécision, elle continua. Oh, c'est une idée bien vague, mais tout de même, tenez, il y a quelque chose que je n'ai pas pensé à vous dire. Pourquoi suis-je entré à l'ambulance des Champs-Élysées? Cette ambulance où vous vous trouviez déjà blessé, malade. Pourquoi? Parce que Siméon m'y a conduite. Il savait que je voulais m'engager comme infirmière. Et il m'a indiqué cette ambulance, où il ne doutait pas que les circonstances nous mettraient l'un en face de l'autre. Et puis, réfléchissez. Plus tard, la photographie du médaillon, celle qui nous représente ensemble, vous en uniforme, moi en infirmière, n'a pu être prise qu'à l'ambulance. Or, des gens d'ici, de cette maison, Siméon était le seul qui s'y rendit. Vous rappellerai-je aussi qu'il est venu à Salonique, qu'il m'y a vu enfant puis jeune fille, et qu'il a pu, là également, prendre les instantanés de l'album? De sorte que, si nous admettons qu'il ait eu quelques correspondants qui, de son côté, vous suivi dans la vie, il ne serait pas impossible de croire que l'ami inconnu, dont vous avez supposé l'intervention entre nous, qui vous a envoyé la clé du jardin, que cet ami fut le vieux Siméon? Interrompit vivement Patrice. L'hypothèse est inadmissible. Pourquoi? Parce que cet ami est mort. Celui qui cherchait, comme vous dites, à intervenir entre nous, celui qui m'a envoyé la clé du jardin, celui qui m'appelait au téléphone pour m'apprendre la vérité, celui-là a été assassiné. Aucun doute à ce propos. J'ai perçu les cris d'un homme qu'on égorgeait, des cris d'agonie, de ceux que l'on pousse quand on expire. Est-on jamais sûr? Je le suis absolument. Ma certitude n'est atténuée par aucune hésitation. Celui que j'appelle notre ami inconnu est mort avant d'avoir achevé son œuvre. Il est mort assassiné. Or, Siméon est vivant. Et Patrice ajouta. D'ailleurs, celui-là avait une autre voix que Siméon. Une voix que je n'avais jamais entendue et que je n'entendrai plus jamais. Coralie n'insista pas, convaincue à son tour. Ils étaient ainsi sur un des bancs du jardin, profitant d'un beau soleil d'avril. Les bourgeons des marronniers luisaient aux pointes des rameaux. Les lourds parfums des giroflées montaient des plates-bandes, et leurs fleurs jaunes ou mordorées, comme des robes de guêpes ou d'abeilles, serrées les unes contre les autres, ondulaient au gré d'une brise légère. Soudain Patrice frissonna. Coralie avait posé sa main sur la sienne, en un geste d'abandon charmant. Et tout de suite, l'ayant observée, il vit qu'elle était émue jusqu'aux larmes. Qu'y a-t-il donc, maman Coralie? La tête de la jeune femme s'inclina, et sa joue toucha l'épaule de l'officier. Patrice n'osa pas bouger, pour ne point paraître donner à ce mouvement fraternel une valeur de tendresse qui eût peut-être froissé Coralie.
Il répéta. « Qu'y a-t-il? Qu'avez-vous, mon ami ?»« Oh, murmura-t-elle, c'est si étrange. Regardez, Patrice, regardez ces fleurs. » Il se trouvait sur la 3e terrasse et dominait donc la 4e terrasse. Et cette dernière, la plus basse, au lieu de plates-bandes de giroflées, offrait des parterres où s'entremêlaient toutes les fleurs de printemps, tulipes, mères de famille, corbeilles d'argent. Et au milieu, il y avait un grand rond planté de pensées. « Là, là, dit-elle, en désignant ce rond de son bras tendu. « Là, regardez bien, vous voyez? Des lettres !» En effet, peu à peu, Patrice se rendait compte que les touffes de pensées étaient disposées de manière à inscrire sur le sol quelques lettres, qui se détachaient parmi d'autres touffes de fleurs. Cela n'apparaissait pas du premier coup. Il fallait un certain temps pour voir. Mais quand on avait vu, les lettres s'assemblaient d'elles-mêmes et formaient sur une même ligne 3 mots, Patrice et Coralie. « Ah !» dit-il à voix basse, « je vous comprends. » C'était si étrange en effet, et si émouvant, de lire leurs 2 noms, qu'une main amie avait pour ainsi dire semé, leurs 2 noms réunis en fleurs de pensée. C'était si étrange et si émouvant de se retrouver toujours ainsi l'un et l'autre, liés par des volontés mystérieuses, liés maintenant par l'effort laborieux des petites fleurs, qui surgissent, s'éveillent à la vie et s'épanouissent dans un ordre déterminé. Coralie se redressa et dit « C'est le vieux Siméon qui s'occupe du jardin. »« Évidemment, dit-il d'un air un peu ébranlé. Cela ne change certes pas mon idée. Notre ami inconnu est mort, mais Siméon a pu le connaître, lui. Siméon était peut-être de connivence avec lui sur certains points, et il doit en savoir long. Ah, s'il pouvait parler et nous mettre dans la bonne voie. » 1 heure plus tard, comme le soleil penchait à l'horizon, ils montèrent sur les terrasses. En arrivant à la terrasse du haut, ils avisèrent M. Desmalions, qui leur fit signe de venir et qui leur dit « Je vous annonce quelque chose d'assez curieux. Une trouvaille d'un intérêt spécial pour vous, madame, et pour vous, mon capitaine. » Il les mena tout au bout de la terrasse, devant la partie inhabitée qui faisait suite à la bibliothèque. Il y avait là 2 agents, une pioche à la main. Au cours des recherches, ils avaient d'abord, comme l'expliqua M. Desmalions, écarté le lierre qui recouvrait le petit mur, orné de vases en terre cuite. Or, un détail attira l'attention de M. Desmalions. Le petit mur était revêtu, sur une longueur de quelques mètres, d'une couche de plâtre, qui semblait de date plus récente que la pierre elle-même. « Pourquoi ?» dit M. Desmalions. « N'était-ce pas un indice dont je devais tenir compte ? » Je fis démolir cette couche de plâtre, et dessous, je n'ai trouvé une seconde moins épaisse, mêlée aux aspérités de la pierre. Tenez, approchez-vous, ou plutôt non, reculez un peu, on distingue mieux. La couche inférieure, en effet, ne servait qu'à retenir une série de petits cailloux blancs, qui faisaient comme une mosaïque encadrée de cailloux noirs, et qui formaient de grandes lettres, largement écrites, lesquelles formaient 3 mots. Et ces 3 mots, c'était encore Patrice et Coralie. « Qu'est-ce que vous en dites ?» interrogea M. Desmalions. « Remarquez que l'inscription remonte à plusieurs années, au moins 10 ans, étant donné la disposition du lierre qui était accroché là. »« Au moins 10 ans ?» répéta Patrice lorsqu'il fut seul avec la jeune femme. « 10 ans ? C'est-à-dire à une époque où vous n'étiez pas mariés, où vous habitiez encore à Salonique, et où personne ne venait en ce jardin? Personne, excepté Siméon, et ceux qui voulaient bien y laisser pénétrer ?» Et Patrice conclut. « Et parmi ceux-là, Coralie, il y avait notre ami inconnu qui est mort, et Siméon sait la vérité. » Ils le virent, en cette fin d'après-midi, le vieux Siméon, comme ils le voyaient depuis le drame, errant dans le jardin ou dans les couloirs de la maison, l'attitude inquiète et désemparée, son cache-nez toujours enroulé autour de la tête, les lunettes serrées aux tempes. Il bégayait des mots incompréhensibles. La nuit, son voisin, un des mutilés, l'entendit plusieurs fois qui chantonnait. À 2 reprises, Patrice essaya de le faire parler. Siméon hochait la tête et ne répondait pas, ou bien riait d'un rire d'innocent. Ainsi, le problème se compliquait, et rien ne laissait prévoir qu'il pût être résolu. Qui les avait, depuis leur enfance, promis l'un à l'autre comme des fiancés, dont une loi inflexible a disposé d'avance? Qui avait, l'automne dernier, alors qu'ils ne se connaissaient pas, préparé la corbeille de pensée? Et qui avait, 10 ans plus tôt, inscrit leurs 2 noms en cailloux blancs dans l'épaisseur d'un mur? Question troublante pour 2 êtres chez qui l'amour s'était éveillé spontanément, et qui tout à coup apercevaient derrière eux un long passé qui leur était commun. Chaque pas qu'ils faisaient ensemble dans le jardin leur semblait un pèlerinage parmi des souvenirs oubliés, et à chaque détour d'allée, ils s'attendaient à découvrir une nouvelle preuve du lien qui les avait unis à leur insu. Et de fait, en ces quelques jours, 2 fois, sur le tronc d'un arbre, 1 fois, sur le dossier d'un banc, ils virent leurs initiales entrelacées. Et 2 fois encore leurs noms apparurent,
inscrits sur de vieux murs et masqués par une couche de plâtre, que voilait un rideau de lierre. Et ces 2 fois-là, leurs 2 noms étaient accompagnés de 2 dates. Patrice et Coralie, 1904. Patrice et Coralie, 1907. Il y a 11 ans et il y a 8 ans, dit l'officier. Toujours nos 2 noms, Patrice et Coralie. Leurs mains se serraient. Le grand mystère de leur passé les rapprochait l'un de l'autre, autant que le profond amour qui les emplissait, et dont ils s'abstenaient de parler. Malgré eux, cependant, ils recherchaient la solitude. Et c'est ainsi qu'un jour, 2 semaines après l'assassinat des Sarrasbay, comme ils passaient devant la petite porte de la ruelle, ils se décidèrent à sortir et à descendre jusqu'aux berges de la Seine. On ne les vit point, les abords de cette porte et le chemin qui y conduit étant cachés par de grands buis. Et M. Desmalions explorant alors, avec ses hommes, les anciennes serres, situées de l'autre côté du jardin, ainsi que la vieille cheminée qui avait servi aux signaux. Mais dehors, Patrice s'arrêta. Il y avait, presque en face dans le mur opposé, une porte exactement semblable. Il en fit la réflexion et Coralie lui dit « Cela n'a rien d'étonnant. Ce mur limite un jardin qui dépendait autrefois de celui que nous venons de quitter. Qui est-ce qui l'habite? Personne. La petite maison qui le domine et qui précède la mienne, rue Rainoir, est toujours fermée. » Patrice murmura « Même porte? Même clé peut-être ?» Il introduisit dans la serrure la clé rouillée qui lui avait été adressée. La serrure fonctionna. « Allons-y, dit-il. La suite des miracles continue. Celui-ci nous sera-t-il favorable ?» C'était une bande de terrain assez étroite et livrée à tous les caprices de la végétation. Cependant, au milieu de l'herbe exubérante, un sentier de terre battue, où l'on devait passer souvent, partait de la porte et montait en biais vers l'unique terrasse, sur laquelle était bâti un pavillon aux volets clos, délabré sans étage, surmonté d'un tout petit belvédère en forme de lanterne. Il avait son entrée particulière dans la rue Rainoir, dont une cour et un mur très haut le séparaient. Cette entrée était comme barricadée de planches et de poutres clouées les unes aux autres. Ils contournèrent la maison et furent surpris par le spectacle qui les attendait sur le côté droit. C'était une espèce de cloître de verdure rectangulaire, soigneusement entretenu, avec des arcades régulières taillées dans des haies de buis et d'ifs. Un jardin en miniature était dessiné en cet espace, où semblait s'accumuler le silence et la paix. Là aussi, il y avait des ravenelles fleuries et des pensées et des mères de famille. Et 4 sentiers, qui venaient des 4 coins du cloître, aboutissaient à un rond-point central, où se dressaient les 5 colonnes d'un petit temple ouvert, construit grossièrement avec des cailloux et des moellons en équilibre. Sous le dôme de ce petit temple, une pierre tombale. Devant cette pierre tombale, un vieux prie-dieu en bois, au barreau duquel était suspendu à gauche un Christ d'ivoire, à droite un chapelet, composé de grains en améthyste et en filigrane d'or. « Coralie, Coralie !» murmura Patrice, la voix tremblante d'émotion. « Qui donc est enterré là ?» Ils s'approchèrent. Des couronnes de perles étaient alignées sur la pierre tombale. Ils en comptèrent 19, qui portaient les 19 millésimes des 19 dernières années. Les ayant écartés, ils lurent cette inscription en lettres d'or, usée et salie par la pluie. Ici reposent Patrice et Coralie, tous 2 assassinés le 14 avril 1895. Ils seront vengés. Fin du chapitre 9. Chapitre 10 de Le Triangle d'Or par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 10 La cordelette rouge. Coralie avait senti ses jambes fléchir sous elle, et elle s'était jetée sur le prie-dieu, où ardemment, éperdument, elle priait. En faveur de qui? Pour le repos de quelles âmes inconnues? Elle ne savait pas. Mais tout son être était embrasé de fièvre et d'exaltation, et les mots seuls de la prière pouvaient l'apaiser. Patrice lui dit à l'oreille « Comment s'appelait votre mère, Coralie ?»« Louise, répondit-elle. Et mon père s'appelait Armand. Il ne s'agit donc ni d'elle ni de lui. Et pourtant... » Patrice aussi montra une agitation extrême. S'étant baissé, il examina les 19 couronnes, puis de nouveau la pierre tombale, et il reprit. « Pourtant, Coralie, la coïncidence est vraiment trop anormale. Mon père est mort en cette année 1895. Ma mère est morte également en cette même année, dit-elle, sans qu'il me soit possible de préciser la date. Nous le saurons, Coralie, affirma-t-il. Tout cela peut se vérifier, mais dès maintenant, voici une vérité qui apparaît. Celui qui entrelaçait les noms de Patrice et de Coralie ne pensait pas seulement à nous, et ne regardait pas seulement l'avenir. Peut-être plus encore, songeait-il au passé.
à cette Coralie et à ce Patrice, dont il savait la mort violente et qu'il avait pris l'engagement de venger. Venez, le Coralie, et que l'on ne puisse pas soupçonner que nous sommes venus jusqu'ici. Ils redescendirent le sentier et franchirent les 2 portes de la ruelle. Personne ne les vit rentrer. Patrice conduisit aussitôt Coralie chez elle, recommanda à Yabon et à sa camarade de redoubler de surveillance, et sortit. Il ne revint que le soir, pour repartir dès le matin. Et ce n'est que le jour suivant, vers 3 heures, qu'il demandait à Coralie de le recevoir. Tout de suite, elle lui dit « Vous savez, je sais beaucoup de choses, Coralie, qui ne dissipent pas les ténèbres du présent. Je serais presque tenté de dire au contraire, mais qui jettent des lueurs très vives sur le passé. Et qui expliquent ce que nous avons vu avant-hier » demanda-t-elle anxieusement. « Écoutez-moi, Coralie. » Il s'assit en face d'elle et prononça « Je ne vous raconterai pas toutes les démarches que j'ai faites. Je vous résumerai simplement le résultat de celles qui ont abouti. Avant tout, j'ai couru jusqu'à la mairie de Passy, puis à la légation de Serbie. Alors, dit-elle, vous persistez à supposer qu'il s'agissait de ma mère? Oui, j'ai pris copie de son acte de décès, Coralie. Votre mère est morte le 14 avril 1895. Oh, fit-elle, c'est la date inscrite sur la tombe. La même date. Mais ce nom de Coralie, ma mère s'appelait Louise. Votre mère s'appelait Louise Coralie, comtesse de Lavitch. Elle répéta entre ses dents. Oh, ma mère chérie, c'est donc elle qui a été assassinée? C'est donc pour elle que j'ai prié là-bas? C'est pour elle, Coralie, et pour mon père. Mon père s'appelait Armand Patrice Belleval. J'ai trouvé son nom exact à la mairie de la rue de Rouault. Il est mort le 14 avril 1895. Patrice avait eu raison de dire que des lueurs singulières illuminaient maintenant le passé. Il était établi, de la façon la plus formelle, que l'inscription de la tombe concernait son père à lui et sa mère à elle, tous deux assassinés le même jour. Par qui? Pour quel motif? À la suite de quel drame? C'est ce que la jeune femme demanda à Patrice. Je ne puis encore répondre à vos questions, dit-il. Mais il y en a une autre que je me suis posée, plus facile à résoudre celle-là, et qui nous apporte également une certitude sur un point essentiel. À qui appartient le pavillon? Extérieurement, sur la rue Renoir, aucune indication. Vous avez pu voir le mur de la cour et la porte de cette cour. Rien de particulier. Mais le numéro de la propriété me suffisait. J'ai été chez le percepteur du quartier et j'ai appris que les impositions étaient payées par un notaire habitant l'avenue de l'Opéra. J'ai fait visite à ce notaire et j'ai appris ceci. Il s'arrêta un moment et déclara. Le pavillon a été acheté il y a 21 ans par mon père. 2 années plus tard, mon père mourait. Et ce pavillon, qui faisait donc partie de son héritage, fut mis en vente par le prédécesseur du notaire actuel et acheté par un sieur Siméon Diodokis, sujet grec. C'est lui, s'écria Coralie. Diodokis est le nom de Siméon. Or, continua Patrice, Siméon Diodokis était l'ami de mon père, puisque mon père, sur le testament que l'on trouva, l'avait désigné comme légataire universel. Et puisque ce fut Siméon Diodokis, qui par l'entremise du notaire précédent et d'un solliciteur de Londres, prélevait mes frais de pension, et me fit remettre, à ma majorité, la somme de 200 000 francs, solde de l'héritage paternel. Ils gardèrent un long silence. Bien des choses leur apparaissaient, mais indistinctes encore, estompées, comme ces spectacles que l'on aperçoit dans la brume du soir. Et une de ces choses dominait toutes les autres. Patrice murmura. Votre père et mon père se sont aimés, Coralie. Cette idée les unissait davantage et les troublait profondément. Leur amour se doublait d'un autre amour, comme le leur, meurtri par les épreuves, plus tragique encore, et qui avait fini dans le sang et dans la mort. Votre mère et mon père se sont aimés, reprit-il. Sans doute furent-ils de ces amants un peu exaltés, dont l'amour a des puérilités charmantes, car ils voulurent s'appeler entre eux d'une façon dont personne ne les avait appelés, et choisir leur second prénom, qui était le vôtre et le mien également. Un jour, votre mère laissa tomber son chapelet en grains d'améthyste. Le plus gros se cassa en 2 morceaux. Mon père fit monter l'un de ces morceaux en breloque, qui suspendit à la chaîne de sa montre. Votre père et mon père étaient tous 2 veufs. Vous aviez 2 ans et moi 8 ans. Pour se consacrer entièrement à celle qu'il aimait, mon père m'envoya en Angleterre, et il acheta le pavillon où votre mère, qui habitait l'hôtel voisin, allait le rejoindre, en traversant la ruelle et en usant de cette même clé. C'est dans ce pavillon ou dans le jardin qui l'entoure qu'ils furent sans doute assassinés. Nous le saurons d'ailleurs, car il doit rester des preuves visibles de cet assassinat, des preuves que Siméon Diodokis a trouvées, puisqu'il n'a pas craint de l'affirmer par l'inscription de la pierre tombale. Et qui fut l'assassin? Murmura la jeune femme. Comme moi, Coralie, vous le soupçonnez. Le nom Aboré se présente à votre esprit, bien qu'aucun indice ne nous permette la certitude. Et Sarès,
dit Coralie en un cri d'angoisse. Très probablement. Elle se cacha la tête entre les mains. Non, non, cela ne se peut pas. Il ne se peut pas que j'aie été la femme de celui qui a tué ma mère. Vous avez porté son nom, mais vous n'avez jamais été sa femme. Vous le lui avez dit la veille même de sa mort en ma présence. N'affirmons rien au-delà de ce que nous pouvons affirmer, mais tout de même, rappelons-nous qu'il fut votre mauvais génie. Et rappelons-nous aussi que Siméon, l'ami et le légataire universel de mon père, l'homme qui acheta le pavillon des deux amants, l'homme qui jura sur la tombe de l'évangile, rappelons-nous que Siméon, quelques mois après la mort de votre mère, se faisait engager par les Sarès comme gardien de sa propriété, devenait son secrétaire et peu à peu entrait dans sa vie. Pourquoi? Sinon pour mettre à exécution des projets de vengeance. Il n'y a pas eu vengeance. Qu'en savons-nous? Savons-nous comment est mort Sarès Bey? Certes, ce n'est pas Siméon qui l'a tué, puisque Siméon se trouvait à l'ambulance, mais peut-être l'a-t-il fait tuer? Et puis, la vengeance a mille façons de se traduire. Enfin, Siméon obéissait sans doute à des ordres de mon père. Sans doute voulait-il d'abord atteindre un but que mon père et que votre mère s'étaient proposé. L'union de nos destinées, Coralie. Et ce but a deviné sa vie. C'est lui, évidemment, qui plaça parmi mes petits bibelots d'enfants cette moitié d'améthyste, dont l'autre moitié formait un grain de votre chapelet. C'est lui qui collectionna nos photographies. C'est lui, enfin, notre ami inconnu, qui m'envoya la clé, accompagnée d'une lettre que je n'ai pas reçue, hélas. Alors, Patrice, vous ne pensez plus qu'il est mort, cet ami inconnu, et que vous avez entendu ses cris d'agonie? Je ne sais pas. Siméon a-t-il agi seul? Avait-il un confident, un assistant, dans l'œuvre qu'il a entreprise? Et est-ce celui-là qui est tombé à 17h19? Je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé en cette matinée sinistre reste dans une ombre que rien n'atténue. La seule conviction que nous puissions avoir, c'est que, depuis 20 ans, Siméon Dionokis a poursuivi en notre faveur, et contre l'assassin de nos parents, une tâche obscure et patiente, et que Siméon Dionokis est vivant. Et Patrice ajouta, vivant mais fou, de sorte que nous ne pouvons ni le remercier, ni l'interroger sur la sombre histoire qu'il connaît, ou sur les périls qui vous menacent. Et pourtant, lui seul, une fois de plus, Patrice voulut tenter l'épreuve, bien qu'assuré d'un échec nouveau. Siméon occupait dans l'aile nadière réservée au logement des domestiques une chambre, où il était le voisin de deux mutilés. Patrice y alla. Siméon s'y trouvait. À moitié endormi dans un fauteuil, tourné vers le jardin, il tenait à sa bouche une pipe éteinte. La chambre était petite, à peine meublée, mais propre et claire. Toute la vie secrète de ce vieillard s'y était écoulée. À diverses reprises, en son absence, M. Desmalions l'avait visité. Patrice également, chacun à son point de vue. L'unique découverte qui valut d'être notée consistait en un dessin sommaire fait au crayon derrière une commode. 3 lignes qui se croisaient, formant un vaste triangle régulier. Au milieu de cette figure géométrique, un barbouillage effectué grossièrement avec de l'or adhésif. Le triangle d'or. Sauf cela, qui n'avançait en rien les recherches de M. Desmalions, aucun indice. Patrice marcha directement sur le vieux et lui frappa sur l'épaule. « Siméon !» dit-il. L'autre leva sur lui ses lunettes jaunes. Et Patrice eut une envie soudaine de lui arracher cet obstacle de verre qui cachait les yeux du bonhomme et empêchait de pénétrer au fond de son âme et de ses souvenirs lointains. Siméon se mit à rire stupidement. « Ah !» songea Patrice. « C'est là mon ami et l'ami de mon père. Il a aimé mon père, il a respecté ses volontés, il a été fidèle à sa mémoire. Il lui a consacré une tombe sur laquelle il priait. Il a juré de le venger, et sa raison n'est plus. » Patrice sentit l'inutilité de toute parole. Mais si le son de la voix n'éveillait aucun écho dans le cerveau égaré, peut-être les yeux gardaient-ils quelque mémoire. Il écrivit sur une feuille blanche les mots que Siméon avait dû contempler tant de fois. Patrice et Coralie, 14 avril 1895. Le vieux regarda, hocha la tête et recommença son petit ricanement douloureux et stupide. L'officier continua. Armand Belleval, toujours chez le vieux même torpeur. Patrice tenta l'épreuve encore. Il traça les noms des Sarès et du colonel Faki dessina un triangle. Le vieux ne comprenait pas et ricanait. Mais soudain, son rire eut quelque chose de moins enfantin. Patrice avait écrit le nom du complice, Bourneuf, et l'on aurait dit que, cette fois, un souvenir agitait le vieux secrétaire. Il essaya de se lever, retomba sur son fauteuil, puis se dressa de nouveau et saisit son chapeau qui était accroché au mur. Il quitta sa chambre, et suivi de Patrice, il sortit de la maison et tourna sur la gauche du côté d'Auteuil. Il avait l'air d'avancer comme ces gens endormis que la suggestion contraint à marcher sans savoir où ils vont. Il prit par la rue de Boulavier, traversa la Seine et s'engagea dans le quartier de Grenelle.
d'un pas qui n'hésitait jamais. Puis, sur un boulevard, il s'arrêta, et, de son bras tendu, fit signe à Patrice de s'arrêter également. Un kiosque le dissimulait. Il passa la tête, Patrice l'imita. En face, à l'angle de ce boulevard et d'un autre boulevard, il y avait un café, avec une terrasse que limitaient des caisses de fusains. Derrière ces fusains, 4 consommateurs étaient assis. 3 tournaient le dos. Patrice vit le seul qui fut de face et reconnut Bourgneuf. À ce moment, le vieux Siméon s'éloignait déjà, comme un homme qui a terminé son rôle et qui laisse à d'autres le soin d'en finir. Patrice chercha des yeux, aperçut un bureau de poste et y entra vivement. Il savait que M. Desmalions se trouvait rue Rainoir. Par téléphone, il lui annonça la présence de Bourgneuf. M. Desmalions répondit qu'il arrivait aussitôt. Depuis l'assassinat de Sarès-Bay, l'enquête de M. Desmalions n'avait pas avancé en ce qui concernait les 4 complices du colonel Faki. On découvrit bien la retraite du sieur Grégoire et les chambres au placard, mais tout cela était vide. Les complices avaient disparu. Le vieux Siméon, se dit Patrice, était au courant de leurs habitudes. Il devait savoir que tel jour de la semaine, à telle heure, ils se réunissaient dans ce café. Et il s'est souvenu, tout à coup, à l'évocation du nom de Bourgneuf. Quelques minutes plus tard, M. Desmalions descendait l'automobile avec ses agents. L'affaire ne traîna pas. La terrasse fut cernée. Les complices n'opposèrent pas de résistance. M. Desmalions en expédia 3 sous bonne garde au dépôt et poussa Bourgneuf dans une salle particulière. « Venez, dit-il à Patrice, nous allons l'interroger. » Patrice s'objecta. « Madame Sarès est seule là-bas. »« Seule, non, il y a tous vos hommes. »« Oui, mais j'aime mieux m'y être. C'est la première fois que je la quitte, et toutes les craintes sont permises. »« Il s'agit de quelques minutes, insista M. Desmalions. Il faut toujours profiter du désarroi que cause l'arrestation. » Patrice le suivit, mais ils purent se rendre compte que Bourgneuf n'était pas de ces hommes qui se déconcertent aisément. Aux menaces, il répliqua en haussant les épaules. « Inutile, messieurs, de me faire peur, je ne risque rien. Fusiller? Des blagues. En France, on ne fusille pas pour un oui ou pour un non. Et nous sommes tous 4 sujets d'un pays neutre. Un procès? Une condamnation? La prison? Jamais de la vie. Vous comprenez bien que, si vous avez étouffé l'affaire jusqu'ici, et si vous avez escamoté le meurtre de Mustapha, celui de Faki et celui des Sarès, ce n'est pas pour ressusciter cette même affaire sans raison valable. Non, monsieur, je suis tranquille. Le camp de concentration. Voilà tout ce qui m'attend. Alors, dit M. Desmalions, vous refusez de répondre? Fichtre, non. Le camp de concentration, soit. Mais il y a 20 degrés de régime dans ces camps. Et je tiens à mériter vos faveurs. Et par là, à gagner confortablement la fin de la guerre. Mais d'abord, que savez-vous? À peu près tout. Tant pis, ma valeur diminue. Vous connaissez la dernière nuit des Sarès? Oui, et le marché des 4 millions. Que sont-ils devenus? Bourgneuf eut un geste de rage. Repris, volés, c'était un piège. Qui les a repris? Un nommé Grégoire. Qui était-ce? Son âme damnée, nous l'avons su depuis. Nous avons découvert que ce Grégoire n'était autre qu'un individu qui lui servait de chauffeur à l'occasion. Qui lui servait par conséquent à transporter les sacs d'or de sa banque à son hôtel? Oui, et nous croyons même savoir. Tenez, autant dire que c'est une certitude. Eh bien, Grégoire, c'est une femme. Une femme? Parfaitement, sa maîtresse. Nous en avons plusieurs preuves. Mais une femme solide, d'aplomb, forte comme un homme, et qui ne recule devant rien. Vous connaissez son adresse? Non. Et l'or, vous n'avez aucun indice, aucun soupçon? Non. L'or est dans le jardin, ou dans l'hôtel de la rue Rainoir. Durant toute une semaine, nous l'avons vu rentrer, cet or. Depuis, il n'en est pas sorti. Nous faisions le guet chaque nuit. Les sacs y sont, je l'affirme. Aucun indice non plus relativement au meurtrier des Sarès? Aucun. Est-ce bien sûr? Comment dirais-je? Et si c'était vous, ou l'un de vos amis? Nous avons bien pensé qu'on le supposerait. Par hasard, et c'est heureux, nous avons un alibi. Facile à prouver? Irréfutable. Nous examinerons cela. Donc, pas d'autres révélations? Non, mais une idée, ou plutôt une question à laquelle vous répondrez à votre guise. Qui nous a trahis? Votre réponse peut m'éclairer, car une seule personne connaissait nos rendez-vous de chaque semaine ici, de 4 à 5 heures. Une seule personne, et Sarès Bay. Et lui-même, il y venait souvent pour conférer avec nous. Et Sarès est mort. Qui donc nous a dénoncés? Le vieux Siméon. Comment? Siméon? Siméon Diodokis? Siméon Diodokis, le secrétaire de Sarès Bay. Lui? Ah, le gredin, il me le paiera. Mais non, c'est impossible. Pourquoi dites-vous que c'est impossible? Pourquoi? Mais parce que... Il réfléchit assez longtemps, sans doute pour être bien sûr qu'il n'y avait pas d'inconvénient à parler. Puis il acheva sa phrase. Parce que le vieux Siméon était d'accord avec nous. Qu'est-ce que vous dites? S'écria Patrice, fort surpris à son tour. Je dis et j'affirme que Siméon Diodokis était d'accord avec nous, c'était notre homme. C'est lui qui nous tenait au courant des manœuvres équivoques des Sarès Bay.
C'est lui qui, par un coup de téléphone, donné à 9 heures du soir, nous a prévenu que Sarès avait allumé le fourneau des anciennes serres et que le signal des étincelles allait fonctionner. C'est lui qui nous a ouvert la porte en affectant, bien entendu, la résistance, et tout en se laissant attacher dans la loge du concierge. C'est lui enfin qui avait congédié et payé les domestiques. Mais le colonel Faki ne s'est pas adressé à lui comme à un complice. Comédie, pour donner le change à SRS. Comédie d'un bout à l'autre. Soit, mais pourquoi Siméon trahissait-il SRS pour de l'argent? Non, par haine. Il avait contre SRS une haine qui nous a souvent donné le frisson. Le motif? Je ne sais pas. Siméon est un silencieux, mais cela remontait très haut. Connaissait-il la cachette de l'or? Demanda M. Desmalions. Non, et ce n'est pas faute d'avoir cherché. Il n'a jamais su comment les sacs sortaient de la cave, laquelle n'était qu'une cachette provisoire. Pourtant, il sortait de la propriété. En ce cas, qui nous dit qu'il n'en fut pas de même cette fois? Cette fois-là, nous faisions le guet dehors, de tous les côtés, ce que Siméon ne pouvait faire à lui tout seul. Patrice reprit à son tour. Vous n'en savez pas davantage sur lui? Ma foi, non. Ah, cependant, il est arrivé ceci d'assez curieux. L'après-midi qui précéda le fameux soir, je reçus une lettre dans laquelle Siméon me donnait certains renseignements. Dans la même enveloppe, il y avait une autre lettre, mise là évidemment par une erreur incroyable, car elle semblait fort importante. Et que disait-elle? Fit Patrice anxieusement. Il était question d'une clé. Que pouvez-vous préciser? Voici la lettre. Je l'avais conservée pour la lui rendre et le mettre en garde. Tenez, c'est bien son écriture. Patrice saisit la feuille de papier, et tout de suite il vit son nom. La lettre lui était adressée, comme il l'avait pressenti. C'était celle qu'il n'avait point reçue. Patrice, tu recevras ce soir une clé. Cette clé ouvre au milieu d'une ruelle qui descend vers la Seine 2 portes. L'une à droite, celle du jardin de la femme que tu aimes. L'autre à gauche, celle d'un jardin où je te donne rendez-vous le 14 avril à 9 heures du matin. Celle que tu aimes sera là également. Vous saurez qui je suis et le but que je veux atteindre. Vous apprendrez tous deux sur le passé des choses qui vous rapprocheront plus encore l'un de l'autre. D'ici le 14 avril, la lutte qui commence ce soir sera terrible. Si je succombe, il est certain que celle que tu aimes va courir le plus grand danger. Veille sur elle, Patrice, et que ta protection ne la quitte pas un instant. Mais je ne succomberai pas, et vous aurez le bonheur que je prépare pour vous depuis si longtemps. Toute mon affection. Ce n'est pas signé, reprit Bourgneuf, mais je le répète, l'écriture est de Siméon. Quant à la dame, il s'agit évidemment de Madame Essarès. Mais quel danger court-elle? Cria Patrice avec inquiétude. Essarès est mort, donc rien à craindre. Et ce qu'on sait, c'était un rude homme. À qui aurait-il donné mission de le venger? Qui poursuivait son œuvre? Je l'ignore, mais il faut se méfier. Patrice n'écoutait plus. Il tendit vivement la lettre à M. Desmalions et, sans vouloir rien entendre, s'échappa. Rue Rainoir et rondement, dit-il au chauffeur quand il eut sauté dans une auto. Il avait hâte d'arriver. Les dangers dont parle le vieux Siméon lui semblaient soudain suspendus sur la tête de Coralie. Déjà l'ennemi, profitant de son absence, attaqua sa bien-aimée. Et qui pourrait la défendre si je succombe? Avait dit Siméon. Or, cette hypothèse s'était réalisée, en partie, puisqu'il avait perdu la raison. Voyons, quoi, murmura Patrice, c'est idiot. Je me forge des idées, il n'y a aucun motif. Mais son tourment croissait à chaque minute. Il se disait que le vieux Siméon l'avait prévenu à dessein que la clé devait ouvrir la porte du jardin de Coralie, afin que lui, Patrice, pût exercer une surveillance efficace en pénétrant, en cas de besoin, jusqu'auprès de la jeune femme. Il le vit de loin, Siméon. La nuit était venue, le bonhomme rentrait dans l'hôtel. Patrice se dépassa devant la loge du concierge et l'entendit qui fredonnait. Patrice demanda au soldat de faction. Rien de nouveau? Rien, mon capitaine. Maman Coralie? Elle a fait un tour dans le jardin. Elle est remontée il y a une demi-heure. Yabon? Yabon suivait maman Coralie, il doit être à sa porte. Patrice grimpa l'escalier plus calme. Mais quand il parvint au premier étage, il fut très étonné de voir que l'électricité n'était pas allumée. Il fit jouer l'interrupteur. Alors il aperçut au bout du couloir Yabon, à genoux devant la chambre de maman Coralie, la tête appuyée contre le mur. La chambre était ouverte. Qu'est-ce que tu fais là? Cria-t-il en accourant. Yabon ne répondit pas. Patrice constata qu'il y avait du sang sur l'épaule de son dolman. À cet instant, le Sénégalais s'affaissa. Tonnerre! Il est blessé! Mort peut-être! Il sauta par-dessus le corps et se précipita dans la chambre, dont il alluma aussitôt l'électricité. Coralie était étendue sur un canapé. L'affreuse petite cordelette de soie rouge entourait son cou. Et cependant, Patrice n'avait pas en lui cette étreinte horrible du désespoir que l'on éprouve devant des malheurs irréparables. Il lui semblait que la figure de Coralie n'avait pas la pâleur de la mort. Et de fait, la jeune femme respirait. Elle n'est pas morte, dit Patrice. Elle ne mourra pas, j'en suis sûr.
Et il y a bon non plus, le coup est manqué. Il desserra la cordelette. Au bout de quelques secondes, la jeune femme respirait largement et reprenait connaissance. Elle lui sourit. Mais aussitôt, se souvenant, elle le saisit de ses deux bras si faibles encore et lui dit, d'une voix tremblante: Oh Patrice, j'ai peur pour vous. Peur de quoi, Coralie? Quel est le misérable? Je ne l'ai pas vu, il avait éteint. Et il m'a prise à la gorge tout de suite. Et il m'a dit à voix basse: Toi d'abord, cette nuit ce sera le tour de ton amant. Oh, Patrice, j'ai peur pour vous. J'ai peur pour toi, Patrice. Fin du chapitre 10.